Salut tout le monde et bienvenue à cet autre épisode du spécial du gérant, le podcast où je vous amène dans le bureau de l'humour, des médias et plus encore. Évidemment, je vous rappelle que j'ai un autre podcast quotidien, un audio, Angle mort. Pour tout ça, vous allez sur marcboilard.com. Mon invité aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait quelque chose d'exceptionnel. À part à la lutte, j'ai rarement vu ça. Il a une carrière autant spectaculaire en duo que solo. J'ai plugué la lutte et te voilà, Martin Cloutier. Amateur de lutte devant l'éternel. Salut Marc, enchanté. Ouais. Marc, je te connais depuis 1992, show de l'école de l'humour. Tu es un jeune gérant à l'époque, flambant neuf, et tu commences à t'occuper de pas Ça doit Jean-François. être Anthony Cavana? Non, mais tu étais avec Anthony, mais Montmorency-Anctil. c'est le moment Montmorency-Anctil à ce moment-là. Moi, j'entrais à l'école, puis on s'était rencontrés au Soda, au show de Montmorency-Anctil. Wow. Puis tu étais ami avec mon cousin, Jean-François Pedneau. Ben oui, Bon, ben, j'ai oublié que c'était ton cousin. Ouais, Pedneau, c'est mon cousin, donc c'est là. Fait que je te connais depuis officiellement 31 ans. Ça a fait 31 ans, quelque part en juillet, qu'on J'en s'est reviens rencontrés pas. la première fois, mais ça passe de même. Ben, là. peut-être que dans le business, on est un des plus Vieux duo. Ouais. C'est hot. Dominique et moi, c'est quand même 30 ans. Ouais, exact. Mais on pas Dominique et moi, toi et moi. Martin, je suis vraiment content que tu sois là. Je suis content d'être là. Mais c'est pas une formule, hein, content que tu sois là. C'est que c'est vrai que, de un, tu as toujours été très articulé par rapport aux propos que tu as sur la business elle-même, puisqu'on en parle quand on se croise. J'ai toujours retenu plein d'affaires, d'ailleurs, que je vais te ramener tout à l'heure. Oui, oui. Des choses que je veux que tu élabores, mais OK. que tu avais dit, je me souviens. Et puis aussi, c'est vrai que tu t'es rendu depuis maintenant, je me trompe-tu, ça fait 11 ans que tu es Morning Man? Mais je commence ma 11e année, là, ouais. Wow. C'est ce qui est quand même pas rien, là, dans un marché où tu sais jamais si t'es là le lendemain. Exactement, exactement. C'est un énorme privilège, mais je pense que j'ai développé aussi une expertise qui me permet de penser faire une 12e, mettons. Je vais le dire comme ça. Mais à un moment donné, c'est un médium, moi, que j'aime depuis le tout début de la radio. Quand j'ai commencé à l'école de l'humour, j'ai été choisi à un moment donné pour aller faire une entrevue à Sherbrooke, à Simo 106 dans le temps. Ça, c'est en juin 93. Et on est désigné 2 élèves. Quand je suis entré dans le studio, j'ai fait comme... OK, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'étais pas en duo avec Dominique encore, rien. Et là, j'ai fait comme, OK, ça, je veux faire ça. Ah oui? Un show du matin, il était comme 6h30. 2 jeunes humoristes pas connus qui viennent plugger le show qui va être au Vieux Clocher de Magog. La personne qui m'a ouvert la porte s'appelle Joanne Cloutier. C'est elle qui, il y a 11 ans, m'a offert la job de Morning Man. Mais je sais qui joue. Avec un twist du destin, là. Ouais. Mais en 93, elle m'ouvre la porte du studio, puis en 2013, elle m'ouvre la porte d'être Morning Man. C'est quelque chose, ouais. Mais ça a toujours été là. Moi, j'ai toujours rêvé de faire ça. Je sais pas. J'ai l'impression que quand cette inspiration-là, le moment du jour, l'équipe, la complicité, moi, j'avais capoté là-dessus. Je sais pas s'ils s'aimaient pour vrai, les gens à Sherbrooke, mais, Ouais. mais moi, je chantais... T'avais perçu ça, là. Je suis un gars du matin. Moi, je suis un gars du soir parce que je fais des shows aussi, mais je suis surtout un gars du matin dans la vie. Alors, moi, écoute, j'ai rêvé jusqu'à temps qu'on me l'offre. Puis quand on me l'a offert, ce métier-là est bizarre parce que des fois, on dirait que t'es destiné à faire quelque chose, mais je veux pas être ésotérique, sauf que dans le même 10 minutes, on m'a offert 2 morning shows à l'époque. Joanne Cloutier m'approche, elle me laisse un texto, elle dit « Je veux te parler du morning ». Puis en même temps, à l'époque, Rouge FM cherchait aussi un morning man, puis je comprenais pas, ça s'est confondu. Je peux-tu te parler? Fait que moi, je dis à Joanne « Oui ». Puis il y a quelqu'un d'autre qui m'écrit « Je peux-tu te parler? » Je viens de te dire que oui. Mais j'avais pas lu qui me l'a envoyé. Ouais, je veux te parler de radio. Oui, peux-tu te parler? Oui, je viens de te dire. Mais écoute, fait que les deux en même temps, finalement, j'avais choisi. J'étais déjà assez quoi en remplacement. Fait que j'avais dit à mon gérant dans le temps, des fois, il y a une stratégie économique. Mettons, il y a une stratégie un choix de carrière. Puis j'ai toujours opté, moi, pour la stratégie du cœur. J'ai dit, écoute, je sais pas comment je vais être à Rouge. Peut-être que je vais être très bien, mais je sais que là, je suis très bien à c'est quoi. Peut-être que Rouge m'offrirait plus d'années garanties, mettons, dans un contrat techniquement. Mais j'ai dit, je sais que je suis bien, c'est quoi? Tu sais, j'aime mieux un tien que 2 tu l'auras, vraiment, là-dedans. Puis, ça a toujours été mon guide. Moi, ça, c'est Luc Senet à l'École de l'humour qui me disait, c'est Jean-Louis Millette qui avait donné ce truc-là. Trois questions à te poser si tu acceptes un contrat ou pas, tu sais. Puis nous autres, on est jeunes étudiants, OK, comme, oui, quoi? Je vais-tu triper avec la gang avec qui je vais être? C'est important d'avoir du fun quand on travaille. Deuxième question, est-ce que je vais gagner ma vie? Parce que ça aussi, il faut que ça arrive à un moment donné qu'on gagne notre vie. Et troisième question, je vais-tu apprendre quelque chose en faisant ça? Est-ce que ça va m'amener plus loin après? Si tu as 2 sur 3, dis toujours oui. Si tu as 3 sur 3, tu vas être heureux. C'est fou pareil. Puis, et aussi simple que ça, puis là, je suis arrivé à c'est quoi à ce moment-là? Les 3 étaient là. J'apprendrais parce que j'étais nouveau, pas en radio, mais comme anchor, comme meneur de jeu. Mais je sentais que j'avais ça, Joanne surtout, mais elle m'a guidé beaucoup là-dedans. Mais un métier de hasard, un métier de citation que tu retiens, puis on est où on est à un moment donné, tu sais.
Tu pars de où? Ça part de où, Martin Cloutier? Moi, je suis un 6e enfant d'une famille de 9 sur une ferme à Louisville. Ferme laitière porcine, une grande entreprise agricole que mon père n'a pas gardée. Puis je te dirais qu'à 16 ans, moi, je m'enlignais peut-être pour prendre une relève familiale. J'en avais parlé à mon père, puis je dis, écoute, lui, il fait comme non, il dit, moi, je te souhaite une autre vie que celle-là. Ah. Mais, parallèlement à ça, lui avait trouvé ça dur, puis c'est un gars de construction qui est devenu fermier, agriculteur. Moi, j'ai un frère qui est 2 ans plus vieux que moi dans la Marmaille, là. J'ai Denis qui est mon compagnon de jeu. Puis quand il rentre en première année, je me retrouve seul. Parce qu'il n'est pas question que je joue avec Isabelle, qui est plus jeune, puis René, puis Stéphane, le plus petit, qui sont trop bébés pour moi. Tu sais, fait que je me mets à faire des jeux dans mon hangar. Je me souviens encore, je montais sur une chaudière de 5 gallons vide. Oui. Puis je faisais des bouts de monologues d'Yvon Deschamps que j'avais entendus. J'avais quel âge, là? 5 ou 6 ans. Okay. C'est mes jeux d'enfance, là. Et je simule que je parle à une foule. Je dis n'importe quoi, là. Quelqu'un qui arrive, fait comme, il est fou, cet enfant-là, peut-être, tu sais. Puis des phrases, je savais pas les sketchs d'Yvon Deschamps, mais on pognait de quoi au beau dimanche, mettons. Puis là, moi, ça me fascinait. Il y avait quelque chose d'hypnotique, Yvon Deschamps. À cette époque-là, moi, à 6 ans, c'était en 77, là, tu sais. Fait que 75, mettons, dans ces années-là, il est à son pic comme maître de l'humour, vraiment. Et je sais pas, moi, je sais pas ce que c'est. Puis j'ai un cousin, Jean-François Pedneau, à un moment donné, plus vieux, combiné à des gens autour de moi qui me disent « Tu devrais faire ça. Tu devrais faire ça. » Pourquoi il me disait ça? Tout mon parcours scolaire jusqu'à l'université en sciences politiques, création littéraire, quand j'avais un exposé oral à faire, je m'exprimais de manière comique. Je me protégeais, je ne ferais pas psychologie à 5 cents, mais c'était ma manière de me présenter au public en faisant des jokes. Puis à un moment donné, après ce parcours-là, les gens commencent à me dire « Tu devrais t'en aller l'humorisme. » Mais en 86, 87, Juste pour rire commence. À un moment donné, 88, l'école de l'humour arrive. Et là, il y a quelqu'un qui me dit « Il y a une école de l'humour à Montréal. » Je vais être comme « De quoi tu parles? » Là, j'apprends que mon cousin l'a fait, Jean-François Pedneau, qui est un scripteur kilomètre-heure, entre autres, moi, dans le temps. Moi, j'ai étudié avec. Ben oui, c'est un ami en droit à Laval, ensemble, exactement. Et Jean-François, donc, qui était l'affaire la plus proche du farmer que j'étais, du milieu du showbiz. Écoute, je bosse mon cousin, il dit oui, puis je te donne le numéro même. Mais j'ai pas appelé cette fois-là, c'est en 88 ou 9. Ça a pris 2 ans avant que j'appelle finalement à l'école de l'humour. 2 ans? Ouais, 2 ans. J'ai fait une première audition. J'avais 18 ans, je me sentais pas prêt, Mais tu faisais quoi à ce moment-là? J'étais à l'université. J'ai fini mon cégep, j'étais allé à l'université. Puis quand à un moment donné, j'ai fait comme, OK, je suis en sciences politiques, mais je ne traite pas tant. Ce que je veux vraiment faire, c'est être comédien. Je ne savais pas qu'humoriste, ça existait. Là, je commençais à le conscientiser. Fait que la circonstance fait que Jean-François est à l'école de l'humour. Quelqu'un me dit, il y a l'école de l'humour. 1 plus 1, ça fait 2. J'appelle Jean-François, il me donne le numéro. Je suis trop chicken pour appeler là parce que c'est loin de ma réalité. Quand tu grandis avec des bottes de rubber, aller chercher les vaches dans le champ, t'es loin du Théâtre Saint-Denis, puis de tout, puis le glam qui est autour, ou en tout cas la vie artistique, on n'est pas là-dedans. Même si j'ai une famille très artistique, on est 9 enfants, puis on joue tous d'un instrument bien. C'est quoi, toi? Moi, c'est une guitare. Okay. Écoute, tous les gars jouent de la guitare. J'ai un frère, Pierre, qui a été dans un band toute sa vie, qui est un virtuose, vraiment. Fait que c'est quand même dans votre ADN. C'est dans notre ADN. Ma mère avait fait du théâtre amateur très jeune, donc je pense que ça vient de là. Et donc, en appelant l'école de l'humour, à un moment donné, je me décide, on me dit, prépare un petit numéro, puis tout ça. Puis, comme je faisais des exposés oraux déjà, j'avais pris comme 2-3 idées d'exposés oral. Un que j'avais fait en show, pas un genre de cégep en spectacle, mais pas loin. Okay. Et ça a été ma première audition. Il me refuse. Là, je suis comme, OK. Et là, je suis comme, OK, ça marche. Un refus diplomatique? Un refus diplomatique, dans le sens où il y a un quota. On en prend 12 par année, puis t'es pas des 12 meilleurs. T'es pas là-dedans. Mais je te dirais que c'est ça qui a testé ma passion, vraiment. Il y avait, moi, j'appelle ça la petite flamme en dedans. C'était quelque chose de subtil que je voyais pas, mais ça me revenait tout le temps. L'année d'après, je réessais. Et là, à ce moment-là, on me dit, Louise Richer, qui est la directrice de l'école, elle me dit directement, elle dit, on te prendra pas encore cette année. Il me refuse une deuxième fois, mais à chaque semaine, on a un atelier parallèle. Fait que tu vas venir fait que moi, j'étais à Louisville dans le temps, je partais avec l'auto de mon père, mais je m'en venais à Montréal le jeudi soir, je faisais mon atelier parallèle. Et avec Daniel Fichot, on avait un cours de 3 heures. C'est tout du monde qui sont devenus mes profs et mentors et amis après, tu sais. Puis dans ces 15 ateliers-là, moi, après 2 cours, j'avais fait mon numéro d'audition. Il y en a qui ont travaillé pendant 15 ateliers, leur seul numéro. Moi, j'ai écrit 5 numéros. Okay. À toi et 3 ateliers, je peux-tu n'écrire Renaud? Daniel dit go, go, go. Okay. Ce qui fait que quand j'ai fini ce parcours-là, on est au printemps 93. Louise a dit, Martin, tu feras pas les auditions, tu vas juste aller en dernière audition. Fait qu'on était 20. J'ai fait l'audition à ce moment-là, puis ils m'ont pris rendu là. Mais
j'ai compris après que c'est à l'image de ce que je fais depuis le début de ma carrière. Je suis jamais la révélation de rien. Je suis jamais la saveur du mois. Sauf que je suis le gosseux en arrière qui fait que ça fait 30 ans que je suis là. Je suis morning man dans une des stations les plus importantes au Québec. Puis j'ai une carrière de 6 tournées en duo depuis 30 ans dans l'œil du public. Je viens d'animer un gala Comédia. Je veux dire, ça roule au-delà de mes espérances parce que moi, dans le temps, j'ai longtemps été prisonnier de mes origines. Pas dans le sens où le syndrome peut-être de l'imposteur, mais pour moi, ça se pouvait pas. Moi, là, j'étais à Louisville, il faut que tu comprennes une chose, la télé de Sherbrooke rentre. Fait que dans le temps, on avait 3 postes, tu sais. Fait que moi, quand le vieux clocher de Magog annonçait des shows, moi, ça frappait mon regard tout le temps. Jean Lapointe, Yvon Deschamps, Daniel Lemire qui commençait les monstres de l'humour. Ça commençait à être plus concret que Juste pour rire, qui a quand même changé le paysage humoristique, quoi qu'on en dise. Et c'est là que moi, j'ai commencé peut-être aussi inconsciemment à rêver de me retrouver parce que la première fois, en février 99, en janvier 99, pour la première fois de notre vie, on se retrouve au Vieux Clocher de Magog en rodage de notre première tournée. Et la première affaire, je vois la marquise, il y a Gilles Vigneault, Lévesque Turcotte et Dominique et Martin. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas, tu sais. Mais j'appelle ma mère en rendu à l'hôtel parce qu'il n'y a pas de cellulaire encore vraiment. J'appelle ma mère, je dis, maman, tu devineras jamais. Elle fait comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis, je te le dis, on est loin de cette réalité-là. On va pouvoir. Je sais même pas si mes parents sont déjà allés voir un show d'humour avant que j'en fasse, tu sais. Et j'y explique ça, mais quand j'ai dit Gilles Vigneault, ma mère, là, elle fait comme, OK, mon gars est rendu, tu sais. Ouais. On était loin de que ça soit fait. Mais, fait que je me suis longtemps émerveillé. Moi, j'ai toujours considéré que tout ce qui m'arrive depuis ce show-là, en janvier 99, mon objectif dans le temps, je trouvais ça tellement loin de ma réalité, Marc, que je me disais, tout ce qui va m'arriver... Moi, je veux faire une fois un show, un vrai show. 2 parties avec un entracte, puis du monde à qui on n'a pas trop donné de billets, tu sais. Mais ça m'est arrivé genre le 19 février 99, là, au Vieux Clocher de Magog. C'était en février, en fait. Je t'ai dit janvier, mais c'est un mois plus tard. Là, première fois, je fais cet exercice-là. Et moi, quand j'ai fini dans ma tête, je m'en vais pas faire une tournée de 400 shows, là. Je m'en vais arrêter ce métier-là presque parce que pour moi, c'était le top que je pouvais faire. Okay. Puis là, Doom fait comme, hey, wow, ça a bien été. Notre gérant fait comme, ben, on rebook d'autres dates. Hein, OK. Fait que là, puis écoute, c'est 1 mois après, je suis en première médiatique à Montréal. 3 semaines après, je fais le show de l'Écuyer. L'Écuyer nous book. Lui, il nous avait fait Juste pour rire. On avait fait notre premier festival avec un numéro de personnage qu'on n'était pas sûr parce qu'on est des gars de stand-up. Puis là, écoute, l'Écuyer, il veut nous avoir dans son talk show. On est passé de 5 billets par jour en vente à 500 par jour. T'sais. Ça a fait Pâques, là. J'exagère 500, mais 500 par semaine, mettons. T'sais. Fait on n'avait pas de business, un début de business intéressant. Ouais. Quelque chose qui est viable dans le temps. Ça a vraiment... Ça a catalysé. C'était une époque où ça se pouvait encore. Et fait que c'est là, tu sais, mais encore aujourd'hui, je peux pas m'empêcher d'oublier d'où je viens. Je le vois tout le temps, là, quand je pars le matin. Si tu me dis pas que je fais de la TV, j'y pense pas. Tu comprends-tu que je suis connu? Je pense pas à ça, c'est dans le regard des autres. Moi, je suis encore le petit cul de Louisville qui se pince à chaque jour puis qui vit sur du bonus. Moi, je me disais, tout ce qui arrive après ce show-là à Magog, c'est du bonus. C'est fou, man. C'est comme 30 ans de bonus. J'ai comme 30 ans de bonus pour moi parce que j'étais sûr, moi, que c'était fini après ça, que je l'ai fait une fois, c'est bon, hey, c'était cool, merci pour l'illusion. Mais non, c'est pas ça. Je veux revenir sur le truc qui m'intéressait le plus à parler de toi, on va le faire tout de suite. Ouais. C'est que tu as dit, j'ai jamais été Flavor of the Month. Non. Mais tu regardes, puis tu viens d'animer avec Dominique un gala. Un 9e gala à Comédia. Ça fait 11 ans que t'es Morning Man. Tu sais, tout ce que tu as dit, là, c'est ça. Mais un jour, un entracte au Saint-Denis, on est allé voir un show, je me souviens plus lequel. Moi, peut-être te le dire. Oui, parce que tu as un côté poloudesque assez ouais. On parlait à l'entracte. Tu dis « Salut Martin ». Puis tu m'as dit, j'ai compris à un moment donné que ça va toujours être Dominique qui est le drôle de Dominique et Martin. Puis quand j'ai compris ça, entre autres, nos affaires se sont mis à lever encore plus. Ouais. Ça, je veux que tu me parles de ça. C'est pas le fruit du hasard. Quand tu fais l'école de l'humour, tu as un ego qui te dit, puis tu as un entourage dans ton milieu dans nos milieux respectifs, on est le petit comique de la place tout le temps. C'est comme un joueur de hockey dans la Ligue nationale. N'importe qui est dans la Ligue nationale, c'était le meilleur joueur de hockey de son coin. Là. À moins que tu sois Crosby puis McKinnon, mais c'est des exceptions. Ouais. Sinon, tu es clairement le meilleur hockeyeur qu'ils n'ont jamais vu. Ouais. Et moi, c'est un peu la même affaire. Tu es comme le clown de ton coin, puis tout le monde le voit. Tu vas faire ça. Quand je suis arrivé... dans ce métier-là, donc j'ai l'ego de faire rire solo. Dominique me propose de faire des numéros à l'école
un vendredi. C'est compliqué. Moi, dans le temps, j'étais encore à Louisville. Je voyage à chaque jour. C'était d'ailleurs, parenthèse, l'année scolaire où j'étais le plus loin de mon école et où j'ai le moins manqué. J'ai pas manqué une seconde de cours à l'école de l'humour parce que j'étais passionné. Là, j'avais fait comme... J'étais dragué là-dedans, complètement entraîné puis hypnotisé. Puis à un moment donné, donc, quand on a commencé à faire des duos, on punchait systématiquement par orgueil parce qu'on savait pas ce qu'on faisait. On est Pierre Légaré arrive et dit, vous autres, vous savez pas ce que vous faites. J'ai fait comme, qu'est-ce que tu veux dire? Nous, on avait booké un show au Giorgio à Saint-Eustache, au 2e étage. Dominique connaissait, il avait travaillé là plus jeune. Il y a une petite salle de 70 places. Dominique, il dit, on va appeler Pierre Légaré. D'un coup, il dit oui. Il nous dit oui, Calvas. Fait qu'on a vendu 70 billets en 4 secondes. Puis il nous a dit oui 2 autres soirs. Fait qu'on a fait comme 3 soirs, mais à chaque fois, il dit, je vais aller le faire, votre petit show, les gars, mais je veux vous parler avant. Fait qu'à chaque fois, on s'en allait, puis on s'est fait faire avec tellement de bienveillance, un masterclass à chaque fois. Lui, il dit, vous comprenez pas ce que vous faites. Vous êtes les tenants d'une tradition. Les duos, là, dans l'histoire comique, il y en a un qui est le straight man, il y en a un qui est le comique. Puis il dit, c'est hyper précis, c'est une lecture qui se réinvente pas quand même, que vous voudriez essayer de battre ça. On peut jouer sur le thème, mais ultimement, on en revient à ça. Moi, il me dit ça m'insulte un peu, parce que à l'époque, le straight man, c'est le pas drôle des deux. Quand tu as la prétention puis que tu es le comique de ta gang, tu sais comme, pourquoi moi j'irais m'éteindre pour le faire luire, lui, tu sais, puis le faire briller. Ouais. Et Pierre, à un moment donné, il se rend compte de ça. Il dit, je vais vous faire rencontrer quelqu'un qui, lui, va vous parler de ce que vous faites. Et c'est là que Gilles Latulippe est arrivé. Il invite Gilles Latulippe à un show bénéfice pour Nez Rouge dans le temps. Il nous book aussi là-dessus, mais il dit, vous arrivez à 6 heures. Puis j'ai averti Gilles Latulippe, puis écoute, on est rentré dans la loge de Gilles Latulippe. Et lui, à ce moment-là, fait un numéro avec Serge Christiansen, qui était son straight man à la fin, quand Gilles a arrêté de faire la planche. Serge Christiansen, un grand comédien, là, si vous ne le connaissez pas, googlez-le, vous allez l'avoir vu à quelque part si vous avez 30 ans et plus. Là. Et donc, et là, lui, il nous ramasse, mon gars. Là, toi, t'es le straight man, tu punches jamais. Puis toi, t'es le comique, tu punches toujours. Puis toi, il y a telle affaire. Puis toi, il y a telle affaire. Ça nous est arrivé 3 fois dans notre cheminement. Mais quand lui m'a dit ça, c'était comme plus clair que Pierre, parce que Gilles l'avait vécu. Tu sais, c'est drôle, hein, quand on enseigne bien ce qu'on connaît, tu sais, puis on apprend aussi en enseignant. Mais lui, Gilles, il est arrivé, non, mais en même temps, quand on est sorti de là, on n'était pas tant rebelle, mais Dominique, il dit, bah, tu vas pouvoir puncher une fois de temps en temps. Là, ouais, c'est ça. Et donc, j'ai fait comme, bon, ben regarde, si lui, il le dit, puis il y avait tellement une... On est quand, là, à peu près? On est exactement en 97, 98. Donc, c'est arrivé tôt dans le processus. C'est arrivé tôt, mais on a fini l'école en 93 quand même. Donc, nous, on a 50 duos à tâtonnement. Et c'est là que je te dis, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Quand lui m'a dit ça, j'ai commencé à faire comme, OK, ben regarde, ce gag-là, c'est toi qui vas le puncher. Puis je me suis mis à... C'est comme si ça avait été un révélateur pour moi. J'ai compris. Lui, il arrive, il dit, Martin, t'es pas le straight man plate. T'es celui par qui tout arrive. Si t'es pas là, lui est mort. Lui n'existe pas. Puis il dit, tu fais pas... Mais le pire, c'est que quand tu l'expliques de même, je le conçois instantanément. Il arrive puis il me dit, vous faites le gag ensemble. Ouais. Vous faites le gag ensemble. Fait que si toi, tu ne fais pas ta partie vraie, groundée, précise, ça demande une précision, là, vous n'avez pas idée, là. Au souffle près, là, des demi-souffles des fois, tellement on était serrés dans notre rythme. Mais moi, quand lui m'a dit ça, c'est comme si c'est une autorité que j'avais jamais rencontrée, avec une expertise inouïe. Il avait bien 160 ans de métier, M. Latulippe, à l'époque. Fait que quand lui dit ça, pour vrai, puis Claude Blanchard, quelque chose d'autre à côté, des vieux de cette époque-là qui avaient connu ça, puis qui arrivent à côté de toi et qui disent « Toi, t'es un straight en tabarnak. » J'ai eu... Je vais pleurer quasiment. Il y a, je pense, 3 personnes qui m'ont félicité pour ma job dans ma vie. T'sais. Ça me touche parce que ça me faisait de quoi, tu sais. Il y a Claude Blanchard, il y a Gilles Latulippe à un moment donné qui avait vu un numéro puis qui disait « Ah, il dit, tu le fais bien, Martin. » Tu sais, puis que lui dit ça. Puis l'autre fois, la dernière fois, c'est il n'y a pas tant d'années, Thérèse Parisien, tu sais. Ah oui? Une critique d'expérience, puis elle, elle me pogne à part, puis elle dit « Toi, là, j'ai pas vu un straight man comme ça souvent. » Mais tu passes pour le pas drôle, tu sais. Mais je sais que c'est pas ça, là. Je sais que c'est pas ça parce que il y a des mécanismes dans un duo qui s'installe. Puis je suis pas gêné de la dynamique qu'on a. Tu sais, je sens pas que je suis à part dans ce duo-là. Je sens pas que je suis à la remorque de personne. T'as raison. Puis je pense même que c'est aucunement la perception de personne. Non, ben c'est que là, tu nous dévoiles comment tu le vois à l'interne. Ouais, ben moi, c'est clair que même Dominique voulait pas, tu sais.
Ouais. Il voulait pas au début. Il a dû sentir un malaise. Ben, il y a eu un malaise, c'est sûr, mais comme je te dis, ça nous a été dit avant. Pierre nous en avait parlé. On a rencontré Gilles Latulippe après. Puis je peux pas dire que le lendemain que Gilles Latulippe l'a dit. En fait, la vraie affaire, c'est que quand le message de Gilles a percuté, ça, c'était probablement en novembre 97, je pense que Gilles nous a fait ce message-là. Et on a abouti à une vérité de cette vérité-là. Donc, la phrase que je t'ai dit, là. Probablement fin avril, un show à Québec qu'on avait fait au Capitole, une captation télé. Puis on appelait ça, nous autres, nos restants de tiroirs. On nous demande de faire un numéro. Puis dans le temps, Sogestal, une compagnie de production, faisait plein de petits shows concepts, mais ça exigeait beaucoup de contenu, tu sais. Fait un moment donné, il en faisait 4 par année. Puis nous, on voulait gagner notre vie et être exposés en même temps. Fait qu'on disait oui aux 4. Et l'affaire, c'est qu'à un moment donné, quand ça fait 4 ans que tu fais ça, t'as pas tant de stock quand tu commences à écrire aussi. Fait qu'un moment donné, on fait comme, hey, on va se monter un numéro avec nos affaires parce qu'on était un patchwork un peu, Dominique et moi, stand-up pur, une ligne, un punch, puis on changeait de sujet la ligne après. Fait que c'était pas très grave. Mais là, on se retrouve à Québec, tout est fait à la télé, on a un fond de tiroir. Et là, on est terrorisé parce qu'on fait comme, OK, mais là, on s'en va à l'abattoir parce que dans notre esprit, c'est le pire stock ever qu'on a jamais fait. C'est tous les sloppy seconds que tu veux pas, là. Toutes les retailles de grimaces que tu veux pas faire. Là, ils sont toutes érigé en ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je fais qu'on s'en va. Écoute, pour vrai, c'est le show probablement le plus anxiogène qu'on a fait de notre vie. Pire qu'une première, là. Parce que là, on l'a pas dit à personne qu'on était là-dedans. On aurait dû dire à notre gérant, on est peut-être mieux de pas aller là. Mais on voulait pas ça non plus. On avait la volonté de, tu sais, on a toujours splitté la paye. Hein. Fait qu'à un moment donné, pour te faire une paye, il faut que tu travailles un peu plus que les autres, t'sais. Fait qu'il y avait tout ça comme enjeu qui jouait. Sauf que ce que ça nous a obligés à faire. Je disais à Dominique, je dis là, tu t'en viens chez nous. Puis je dis, cette chenoute-là, là, notre bébélette, là, on va tellement le pratiquer, on va tellement l'incarner, on va tellement puncher nos gags, mais au quart de tour, man. On va être d'une précision. Je dis, il y a juste le rythme qui peut les tuer. Ouais. Il y a juste le rythme qui peut sauver ce texte-là. Fait que là, la leçon que ça te donne aussi, tu sais, il y a une phrase, Céline Dion, on chante tellement bien pour chanter le bottin. Ben, ce soir-là, on aurait fait rire en lisant le bottin, je te jure. Okay. Parce que peu importe ce qu'on disait, on était... Puis quand on est entré terrorisé, on rentre, mais là, on part. Écoute, il y a du monde, là, ému, venez le voir. En tout cas, votre rythme, mais moi, ce soir-là, c'est la fois où la structure de ces gags-là, c'était juste des passes à la palette à Doom, c'était des restants d'œufs, fait que c'était même pas des bouts de dialogue, c'était une phrase toute seule. Là, je la pars, puis il a fini, puis il y en a 4 de même en ligne. Là, quand tu répètes ça, puis le message de Gilles qui te percute l'autre bord, fait que physiquement, là, je l'ai presque senti rentrant dans moi parce qu'à un moment donné, on a pogné notre souffle dans le numéro. J'ai dit, Dom, tant qu'on va trouver notre souffle dans le numéro, ils vont tous être bons. Si tu n'as pas de souffle dans le numéro, il sera pas bon. Mais décris-moi cette notion-là de souffle plus précis. Là. Le souffle, il y a 2 notions qui se choquent ensemble, qui se marient ensemble, je devrais dire. Il y a des gens qui ont l'énergie comique innée en dedans d'eux autres. On a tout un personnage, on a tout un clown en dedans de nous autres, mais il y en a, c'est une switch que tu ouvres. Ce qui fait que tu es dans la loge avant, tu peux avoir la grippe, ta blonde vient de te lâcher, ton enfant est à l'hôpital, tu fais ton show dans les mêmes circonstances parce que cette switch-là, c'est comme un besoin qui entre dans toi, puis quand tu es dans cette circonstance-là, avec la pression qui vient, une pression saine, mais qui est là quand même pour te faire la performance, donc on apprend à ouvrir la switch du clown. Lui, il pourrait quasiment lire le bottin. Puis l'autre affaire, c'est vraiment le souffle, c'est le rythme idoine. En musique, là, tu as une chanson, là, puis la chanson des Beatles, mettons, Yesterday, là, ben c'est Yesterday, all my troubles seem so far away. Quand elle chante de même, tu respectes le piétage, ça marche. Pourquoi qu'elle marche? C'est parce qu'elle a ce piétage-là. Si tu chantes Yesterday, all my troubles seem so far away, ça marche plus. Mais quand elle chante dans la bonne rythmique, mais Paul McCartney, quand il la chante, il a le souffle. Son souffle est parfait. Il prend sa puff d'air à la bonne place. Et c'est là, je t'en parlais un peu tantôt. Dominique et moi, là, à un moment donné, on arrêtait de faire un show pendant 2 mois. On était en vacances l'été. On recommence début septembre. On était à Sorel. Je m'en souviens toute ma vie. 2 choses qui nous étaient jamais arrivées. On finit la première partie sur un blanc. Oh. On arrive, puis on fait comme le numéro final de notre première partie, qui est une espèce de finale quand même. On barre dedans. Le monde sont sûrs qu'on niaise. Nous, en dedans, on fait comme... C'est la seule fois que ça nous est arrivé de notre vie. Tu sais-tu où je suis rendu? Non. J'ai moi non plus. Là, j'entends mon soundman. La salle est silencieuse. Mon soundman part à rire. Là, quand eux autres ont entendu rire, bon, ils ont compris d'où ça venait. Là, tout le monde part à rire. Là, ils comprennent qu'on niaise pas. Ils rajoutent une couche de rire.
Bruno en arrière, notre technicien de scène, ben voyons donc. Écoute, tout le monde parlait sauf nous autres. Mais on est sortis, ben on s'excuse. Et là, on sort de là. On fait comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui vient d'arriver? Je dis, écoute, je sais pas, mais tabaslac, là, je sors les textes de mon sac à dos. J'ai tout le temps mes textes avec moi, d'une version papier. Je suis comme, on était à 2 gags, man, de finir le number. Merci, bonsoir, on se revoit dans 20 minutes. Puis là, je m'assois, puis là, j'ai mal au ventre, man. Mais j'ai mal au ventre. J'ai pas mangé avant le show. J'ai mal au ventre comme j'ai jamais eu mal au ventre. Puis ce mal de ventre-là est là le lendemain matin. Puis 2 jours après. Sais-tu où j'avais mal? J'avais mal au diaphragme. As-tu déjà eu mal au diaphragme, non. toi? Tes poumons qui sont de même. Puis je dis à Doom, quand j'ai eu le break, l'entracte, 20 minutes, quand j'ai recommencé, ça me faisait une barre. Mais en disant mes phrases, mais il y a des fois, Marc, là, moi, je suis pas d'accord. Ben, en tout cas, moi, je finis, je prends un demi-respect pour réattaquer. Ouais. Fait que c'est cardio, là. Tu fais comme... Fait que ça, c'est le souffle absolu. Fait que moi, j'avais mal parce que je recommençais à faire de l'exercice. Ouais. Je recommençais à refaire le show. On en avait pour une semaine. Quand j'ai senti ça la première fois, je l'ai toujours senti après chaque pause. On recommence là en septembre qui vient, puis ça me fait capoter, tu sais. Ça me fait capoter parce que je sais qu'on va l'avoir, cette douleur-là. On répète un peu plus maintenant qu'avant parce que la mémoire nous joue des taux plus, mais sinon... Fait que c'est ça, le souffle. Le souffle, ça veut dire que je peux pas prendre mon temps, je peux pas avoir mon propre rythme, puis Dominique le sien. On devient un seul cerveau, on en met chacun une demi, puis on a chacun un poumon. Puis on est une bébite qui respire de même, mais c'est vraiment organique, là. Puis si on fait pas ça, ça marche pas au niveau que ça marche là. Il y a des gens qui aiment pas le style qu'on fait, ça va, c'est la vie. Mais chaque personne qui nous voit faire ce qu'on fait, il n'y en a pas un qui fait comme « My God, OK, ça roule, là, vous autres, là. » Tout le monde nous parle de ça. Notre dynamique, notre duo, notre rythme, mais là, t'as la complicité, tout ce qui vient, mais la vraie affaire, c'est notre timing, man. On a un timing de feu, là. Doom est une bébite de timing. Tu sais, moi, je vais servir à peu près tout le temps le même genre de service, très safe, l'autre bord, entre les lignes. Lui, il revient jamais de la même façon, mais tout le temps à bonne place. Tout le temps. Tu l'as connu comment? À l'école? À l'école de l'humour, tout simplement. Nous autres, Puis c'est lui, comme tu disais, qui a fait les premiers avec les shows en haut du resto. On est devenu... en fait, à cette époque-là, moi, j'avais déjà booké des shows d'une cabane à sucre dans mon coin, puis dans un petit bar, puis on essayait de survivre. Fait qu'on prenait le... Il y a des gens qui rentrent dans ce métier-là. On a aussi très rapidement compris que on va rouler à la mesure de ce qu'on crée. On va rouler à la mesure de ce qu'on génère. Un gérant ne peut pas gérer ce que tu génères pas. Un gérant va gérer ce que tu génères comme artiste. Absolument. Peu importe ce que tu fais. Moi, si je suis un chanteur et que tu es mon gérant, ça me donne rien de te crier après, de me booker des gigs, de me booker un producteur de disques, de me booker si j'écris pas de tunes. Non, mais je vais te dire même autre chose. Parce que là, évidemment, tu m'interpelles. Ben, je t'interpelle certain. C'est que j'ai vu... Moi, j'ai jamais fait ça. Mais j'en ai vu qui essayaient d'aider des artistes à être des artistes. Non. Puis... c'est pas tous les gérants qui ont... C'est des jobs, bizarrement, qui nous demandent d'avoir un ego pour bien la camper, cette job-là, puis en même temps avoir une humilité pour savoir quand se tasser, justement. Parce que c'est grave, puis je le dis, puis on voit des personnages flamboyants dans ce milieu-là, mais dans l'intimité créatrice, s'ils se tassent pas, puis s'ils laissent pas les autres autour, ça leur arrivera pas, tu comprends? Fait que t'as beau avoir l'ego le plus gros que tu veux, c'est un jeu d'équipe, là, plus que nulle part ailleurs, je pense, dans la vie. C'est qui ton équipe, d'ailleurs? Mon équipe, moi, écoute, je suis en gérance. On a eu pendant longtemps un gérant au début de notre carrière. Ça s'est fini mal, probablement par manque d'expérience, de communication. C'était pas quelqu'un qui était dénué de talent. Au contraire, il était à une époque la plus grosse boîte de production d'humour au Québec. Octan, avec Stéphane Ferland. On s'était rencontrés, nous, on avait signé un contrat le lendemain du référendum en 96. Fait que, puis je pense qu'il avait voté oui, fait que c'était comme lourd comme ambiance pour signer un contrat de comique, mais on s'était connus là, puis on a eu une collaboration quand même très fructueuse avec lui. C'est plus des rapports humains qui ont fait que ça s'est arrêté. Mais comment ça se fait que tout a arrêté dans son cas? Parce que c'est quelqu'un que j'ai invité, hein? Il va probablement venir cet automne. Stéphane, oui, écoute, ça va être un excellent invité parce que c'est un gars qui a vécu 1000 affaires. Je pense que ce qui a fait que ça s'est arrêté, c'est à un moment donné, il y avait trop d'affaires en même temps. Okay. Je pense qu'il aurait pu enligner toutes ces affaires-là. Je pense que son ambition était correcte, mais je pense que c'était trop large en même temps. Faut que tu sois un éléphant, ça se mange, mais une bouchée à fois. Je pense, mais écoute, je n'étais pas dans le secret des yeux tant dans le temps. J'étais aussi un beaucoup plus jeune artiste que maintenant, même si j'ai quand même toujours eu du caractère et su ce que je voulais, là. Je suis ce que je voulais, même si je voulais pas nécessairement l'affaire idéale, mais j'ai compris aussi vite que
le pire choix que tu peux faire, c'est celui que tu n'assumes pas dans la vie, peu importe ce que tu choisis. Puis le meilleur choix que tu vas faire, c'est celui que tu assumes. Et je dis ça dans le sens de quand peu importe la fourche que tu prends, le bord que tu prends dans une fourche, prends-les, engage-toi, puis vas-y. Puis il y a du bon qui va arriver de toute façon, je pense. Là, je suis encore ésotérique. mais donc, et depuis là, on est un petit bout de temps tout seul. Tout seul? Pendant 3 ans, on a eu comme juste une attachée de presse, en fait, qui s'occupait du quotidien, de la tenue d'horaire plus. Mais on a voulu, nous autres, à la sortie de ça, prendre toutes les décisions. Sauf que ce qu'on s'est rendu compte 6 mois après, c'est que tu es tout le temps en train de gérer la demande de la polyvalente qui veut que tu ailles faire une conférence. Puis le lendemain, ton beau-frère qui voudrait bien que tu ailles faire un petit numéro aux noces de sa sœur. Puis là, tu sais, on n'en sortira pas de gérer des affaires. On n'était même pas capable de regarder l'horizon. Tu sais, un gérant, c'est quelqu'un qui regarde l'horizon, qui a une espèce de, excusez l'anglicisme, mais un timeline, un laps de temps qui voit un horizon en temps, un horizon temporel, disons-le comme ça, en avant de lui, puis qui fait que les choses arrivent à certains points à un moment donné, puis c'est le guide de tout le monde. En fait, ça devient le tuteur de ça. Tu sais. Nous, on n'avait même pas ça. Là, on était tellement embourbés dans le quotidien qu'à un moment donné, on a décidé d'approcher un autre producteur, qui est un producteur télé. Et puis, c'est Luc Wiseman. Je ne me cacherai pas, ça fait partie de notre histoire. Puis, Luc... Qui était chez Avanti. Qui a fondé Avanti. Qui était un des fondateurs d'Avanti à l'époque, puis qui avait racheté ses partenaires. Lui, il n'était pas du tout dans le spectacle. En fait, il avait déjà fait du spectacle Avanti, mais c'est un département qu'il avait laissé, une activité qu'il avait laissée pour se concentrer sur la télévision. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ferais-tu de la scène? Parce que nous autres, là, on cherche un producteur. On faisait un projet télé avec lui, ça roulait au bout. Je dis, moi, pour vrai, si on est comme ça, on peut être comme ça toute ma vie. Moi, ça me dérange pas. Ouais. Mais il n'est pas notre gérant encore. Fait que, lui, il fait comme, ah, ben oui, absolument. Absolument. Et c'est là qu'on a commencé à travailler avec Avanti. Bon, est arrivé les accusations avec Luc, puis l'emprisonnement, puis tout ça, ce qui fait qu'on s'est séparés de lui par la force des choses. Mais les filles avec qui on collaborait au bureau, eux autres, ont racheté la boîte, puis ils continuent de la faire rouler aujourd'hui. Ah, ben c'est pas-tu Nadine? Il y a Nadia ouais. Guylaine qui s'occupe de ce que ça s'appelle Pomme Grenade. Pomme Grenade, voilà. La gérance et la production du spectacle. Puis il y a un autre département, Avanti Toast. Ils ont mergé avec Toast TV, puis ils sont 3 là-dedans, qui font le côté télé. Mais nous, les bureaux sont les mêmes, puis on continue d'avoir la même relation. Tous les services nécessaires sont à la même place. Absolument, ils sont tous à la même place. Et en vieillissant, on dirait qu'il vient un temps aussi où, quand on a... Fait qu'après cette courte expérience-là, peut-être 1 an et demi, mettons 2 ans max, où on est métal sur métal dans nos affaires, mais pour vrai... J'ai longtemps, plus jeune, dénigré le travail d'un gérant jusqu'à temps que je fasse ça. Parce que quand tu fais ça comme artiste, puis que tu reçois tout ça, là, tu sais comme, OK, c'est une job de 40 heures par semaine, juste gérer les demandes de X, Y, Z, puis même pas des affaires, une semaine qui te font avancer dans tes projets, qui t'amènent rien. Là. Tu fais pas une scène avec ça. C'est une job de filtreur. Une job de filtreur importante à l'os. On n'est pas capable de voir un horizon non plus parce qu'on a trop le nez d'un gogos de même, puis des factures, puis hey man! Et là, eux autres, à ce moment-là, en acceptant de nous produire, à un moment donné, Luc, avec plein de tendresse, disait, hey, les gars, on pourrait aussi partir un département de gérance, puis s'occuper de votre horaire, puis de vos demandes. Puis il dit, lui, il était plein de sagesse, c'est un Wiseman quand même, il dit, vous n'avez pas nécessairement besoin, à l'étape où vous êtes rendu, d'un gérant qui va regarder par-dessus votre épaule, il me semble que ton numéro d'ouverture, c'est pas ça, ni d'un gérant qui va te dire « Hey, il faudrait que tu t'habilles de même, on va engager des stylistes, tu comprends-tu? » Puis, fait qu'il y a un paquet d'affaires, de considérations que vous devez plus avoir. Vous autres, là, écrivez des gags. Écrivez des gags, puis lui, comme Stéphane Ferland nous avait dit dans le temps, si vous êtes drôle debout dans le coin, pas d'éclairage, pas de costume, pas de maquillage, pas de micro, vous allez être drôle partout. Ça voulait dire... Concentre-toi sur ton art. Ce que tu fais, toi, c'est écrire des gags. Écris des gags, puis mec, t'aies fini, écris-en d'autres. Puis mec, tu sois tanné, continue d'en écrire. Puis mec, ça te tente plus de faire ça, fais-en le double. À la fin de ça, là, tu vas cristalliser quelque chose qui va ressembler à quelque chose que tu peux faire debout dans le coin, puis faire rire les gens quand même. Fait que c'est toutes c'est des phrases qui m'ont été dites dans le temps, mais qui sont encore, c'est des vérités, là, vraiment. Là. Et c'est là qu'on est arrivé. Donc, à partir de ce moment-là, nous... Lui, il dit, vous avez plus besoin d'un super gérant que d'un gérant. Un gérant qui va... T'as pas besoin d'une gardienne. Non, le petit doctoring du début, c'est fait. Là, vous savez ce que vous voulez. Fait que, pour vrai, vous pouvez décider de ce que vous voulez, là. Vous voulez faire de la télé? OK, bon, on va pousser là-dessus. On va aller voir les opportunités. Fait que, tu sais, c'est comme... On n'est plus en train de checker... C'est pas un traversier à Oka, là, c'est un transatlantique. Là. Puis on traverse l'autre bord, puis écoute, on peut partir 1 degré par là, 1 degré par là, c'est pas grave. On va se replacer, puis le voyage sera le fun. Je suis absolument d'accord. Ouais. Et donc, puis c'est là aussi que j'ai compris
que pendant que je suis en train de gérer la facture pour mes souliers, puis que faudrait que j'envoie la facture pour le bar, qu'on est allé faire un show. Écoute, man, ben pendant ce temps-là, je suis pas en train de générer ce que toi, tu vas gérer. Ce que le gérant va gérer. Puis ça, quand le team est là, le gérant va s'assurer que toi, tu es dans des conditions il ne peut pas jouer sur ta vie personnelle. Ça veut dire que si tu n'as pas, toi, des bonnes habitudes dans la vie, ça, c'est l'autre affaire. Ouais. Mais lui, professionnellement, il va arriver et il va dire, je me souviens de, lui, Stéphane Ferland m'avait raconté Madonna. Madonna, à un moment donné, tournant les années 80, elle dit à son gérant, je veux plus que tu sois mon gérant. Puis lui, il fait comme, ah ok, ben je comprends, on arrive là, tu sais. Puis elle fait comme, t'es pas fâché? Il dit non. Il dit, le jour où tu penses que tu n'as plus besoin de gérant, c'est parce que j'ai fait ma job comme il faut. Tu peux pas me faire un plus beau compliment. Ça me fait-tu de la peine, mais-en? Je suis triste, mais-en, mais on va se séparer, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire que tu as le meilleur tourneur, tu as le meilleur producteur de disques, tu as le meilleur producteur de tout ce que tu fais, tu as le meilleur de tout. Quand tu penses que tu n'as pas besoin de moi, ciao, bye. C'est parfait, pas de problème. Parce que c'est ça. C'est qu'un gérant, c'est comme le directeur général de l'usine. Ouais. C'est pas le booker qui est le vendeur, c'est pas le relationniste. Eux autres sont, à la rigueur, sont au service du thinking d'une personne. C'est ça. Puis moi, le gérant, j'ai toujours appelé ça le future manager. Comme tu disais tantôt. Absolument. C'est l'horizon que... Lui, il fait juste regarder parce que nous, on est un peu dans la mécanique du bateau de temps en temps. Des fois, on monte en haut, des fois, on est habillé propre parce qu'il y a une cérémonie, mais on redescend en bas. Oui. Si t'es pas dans le cale en train de graffiner ton affaire... Puis même tes soucis, c'est des soucis... T'as pas le choix. Tes soucis d'artiste sont inévitablement des soucis au quotidien. Oui. C'est-à-dire que Morancy m'avait dit ça, il dit quand tu fais un gala juste pour rire, c'est jamais aussi hot que ça, tu penses c'est peut-être, ni pire. Non. C'est parce que toi, tu dis « Ah, mon Dieu, j'ai floppé. » Puis là, ça y est, l'univers est au courant. Ben non. Il y a du monde qui sont au courant. Là. Puis demain, sais-tu quoi? Puis c'est une autre expression à François, les gens, ils vont en pharmacie. Les gens vont en pharmacie. T'es obligé de te le dire, là. François Morancy, c'est pas tant important pendant une semaine de temps, là, tu sais. Non, c'est ça. Tu comprends? C'est ça. Ouais, relativiser ce qu'on fait aussi. C'est intéressant parce que on s'entend sur ça, puis... tu sais, ça fait que... Puis l'autre côté, le gérant aussi, tu l'as abordé tantôt, tu sais, il y a trop de gérants qui veulent être des artistes, tu sais, puis c'est un autre job, ça aussi, qui interfère. Il y a trop d'artistes qui disent « Aide-moi à être un artiste ». C'est les deux. Ouais, t'as raison. Il y a des artistes que c'est comme, moi je suis désolé, puis ça veut pas dire que tu peux pas avoir un input créatif, moi j'ai toujours eu à côté. Sais-tu qu'est-ce que je pense, Marc? C'est que je pense que le fait d'avoir été en duo toute ma vie, quand on est rentré chez Avanti, c'était la première fois qu'on n'avait pas un gérant non plus qui interférait pas tant dans nos affaires. Ouais. Mais sais-tu qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience? J'ai dit, c'est parce qu'on est deux. Je pense que si je partais tout seul puis m'en allais à Neuville dans un bar un vendredi soir, j'aimerais peut-être ça que tu viennes avec moi, juste pour bander avec toi. Fait. Je comprends. Tu l'as fait, tu sais. Oui, mais c'est pas ça qui fait la différence, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que, mais le fait d'être deux, nous autres, ça a fait qu'il y a un paquet de gestion humaine qu'on était autosuffisants là-dessus. Quand c'était trop, ça sortait du duo, puis là, le gérant ramassait avec plein de bienveillance, puis d'amour, puis on s'aime toutes, là, tu comprends? Mais je pense que ça nous a quand même avantagé d'être en duo. C'est pas juste les bons coups. Quand on partage tout, le bon comme le mauvais, il y a quelque chose qui se passe. C'est mon couple le plus durable, Dominique, puis c'est celui le plus fonctionnel aussi, tu sais, dans ma vie. T'étais pas enfant unique. On pourrait quasiment prendre cette image. Exactement. Donc, tu sais, c'est une subtile danse, c'est un subtil accord entre un gérant et un artiste solo, ou mettons nous autres en trio. Mais moi, je bénis d'avoir rencontré Luc Wiseman à ce moment-là dans notre vie, après la relation qu'on avait eue, qui était peut-être un petit peu plus, comme je te dis, Stéphane disparaissait. Moi, je me souviens, les derniers reproches, entre guillemets, que j'ai pu y faire, je disais, Steph, on te voit plus. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec toi, on construisait quelque chose, puis on regardait le même horizon ensemble. J'ai l'impression que toi, tu es rendu dans une autre business où ton horizon est... moi, je regarde par là, mais toi, t'es par là, t'es peut-être plus large, t'es peut-être plus grand. Mais on n'a juste pas trouvé qui remplacerait la paire Dieu qui regarde dans le même sens, peut-être, à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a été dépassés, nous autres, puis à un moment donné, c'est devenu plus impersonnel à cause de ça, puis on a fait comme, on n'y arrivera pas, là, on ne pourra plus retrouver ce qu'on avait. Puis il te l'expliquera, Stéphane, lui, son point de vue, et moi, le point de vue de la lorgnette, avec beaucoup de recul là-dessus. Ça s'est pas fini dans la joie. Non? Non, parce que ça a été des problèmes légaux à un moment donné, puis avocat, puis tu sais... Avocat, c'est plate. C'est tout le temps plate. Puis le pire, c'est qu'on prendrait une bière et on se comprendrait probablement aujourd'hui. Tu comprends? Mais c'est fait. Je regrette pas non plus le passé parce que ce que ça a fait aussi, ça a probablement consolidé des choses en dedans de nous autres aussi. Ça a précisé des affaires qu'on veut plus. Tu sais, c'est ça, enfin, être un artiste ou un gérant ou cheminer dans le showbiz. Les gens...
il y a une espèce d'alchimie dans le regard du public de hey, qu'est-ce que tu fais, on ne te voit plus. C'est sûr que si tu vas pas voir de spectacle d'humour puis tu n'écoutes pas à la radio, tu as l'impression que je suis sur le chômage depuis 11 ans. Ouais, ouais. Et pourtant, je travaille 300 jours par année quand même. Là, et donc, tout va bien. Là, ça roule, il n'y a pas de soins puis il n'y a pas de problème. Mais j'haïs pas d'être l'underdog. J'haïs pas non plus. Je reviens tantôt quand on disait on n'est pas la saveur du mois. Je pense qu'on n'a pas ni le charisme, ni le tempérament. Ça prend un tempérament. Il y en a qui embrassent ça, puis qui le font mieux, puis qui font... c'est à mon image. Moi, je suis un ouvrier, moi, dans la vie. Je suis le 6e de 9. Je vais toujours être le 6e de 9. Je suis le gars qui... Mais je suis le gars qui voit la magie du travail, puis la magie de la persévérance. T'sais. Puis pour moi, il n'y a rien qui est arrivé autrement que ça. Fait que c'est gossant, ça. C'est gossant, ça, parce qu'un gars qui est grinder au hockey, mettons, puis que c'est sa seule façon de jouer, il va toujours jouer une game impeccable pour lui, tu sais. Ouais. Il va grinder tout le temps. J'ai pas scoré 4 buts à soir, c'était McDavid, ça peut être chiant, mais si t'es Scroodlund, t'es content d'avoir grindé ta game, tu sais, puis t'atteins ton objectif qui est moins spectaculaire, mais à la fin, ben, tu vois, je dis Scroodland pour les très, très vieux, mais Brendan Gallagher, à la fin, il fait comme « Hey, j'ai quand même eu une carrière de fou, tu sais. J'ai joué 12 ans, 13 ans, 14 ans, puis j'étais dans la Ligue nationale, tu sais. » Non, mais c'est drôle parce que dans ce propos-là que tu tiens, c'est comme si tu prends comme acquis qu'il s'agirait de vouloir avoir la carrière de Martin Cloutier pour l'avoir. Pas tout, non, c'est ça. Ce qui est comme 1 sur 1000. Ah non, c'est ça. Il y a beaucoup de débats. Je reçois des fois des gars ici que je sens, parce que toi, on sent aucune amertume. On sent un reality check. C'est pas pareil. Ouais. On sent aucune, mais je connais des gars, je ne vais pas les nommer, mais qui ont une amertume, qui ont des carrières florissantes, qui ont une amertume parce que, genre, je suis pas passé à tout le monde en parle. Moi, non, je fais comme, man, sérieux. Je veux dire, t'as rendu compte de la carrière que t'as? Tu compares avec moi, là, tout à coup? Là. Je peux-tu te compter de quoi par rapport à ça? Non, t'es pas ici pour ça. Bon, parfait. Alors, je vais prendre une gorgée d'eau pendant que tu passes à la pause. Non, mais écoute, ce que tu dis là, la première mouture des Oliviers, ce gars-là arrive dans l'industrie, tu y étais un acteur dans ce temps-là, tu sais de quoi on parle. De quoi on parle. Le gars-là arrive et là, on a tous des aspirations parce que, hey, on va avoir un gars-là, c'est hot. La deuxième année, on était en nomination avec notre première tournée. On a 5 nominations, je pense, je me souviens pas, 4 probablement. Puis, il y a Martin Petit aussi qui est avec nous autres dans cette catégorie-là. Et Martin Petit gagne, à ce moment-là, tous les trophées. Oui, je me souviens très bien. Il gagne toutes, là. Ouais. Puis là, il y a nous et 3 autres humoristes qui restent là, tu sais. Et là, tu t'occupais-tu de Martin dans le temps? Non. Non. Mais il était au bureau, chez nous. Oui. Mais c'était François C'était Simard. François, effectivement. Ouais. Bon, c'est ça. Vous étiez dans le même grand ensemble. Martin gagne tout. Et moi, j'en conçois à ce moment-là de la jalousie. J'ai pas été dénué de jalousie dans ce que je faisais. Et je disais à mon gérant le lendemain, Astic, je peux pas croire qu'on n'a rien gagné. Tu es en nomination dans 4 catégories. On est sold out partout. Je fais de la télé, je suis à radio, je veux dire, puis j'ai rien gagné. Dans ce temps-là, Martin commence une tournée, puis il y a juste ça. Je pense qu'il y a 22 shows de fête. T'sais. Puis mon gérant m'a posé une question que je me suis rappelé à chaque fois que j'ai été jaloux de quiconque là-dedans. Tu changerais-tu de carrière avec? Mm-hmm. Là, lui, il me regarde, il fait comme, tu changerais-tu de carrière avec? Ben là, oui ou non? Là, t'es content. Tu voudrais les trophées qu'il veut, mais tu veux-tu avoir... Hier, là, t'aurais aimé hier, ça. Hier, tu voulais-tu 22 shows pour vrai dans la vie? T'en as 180 de fait, puis t'en restes encore autant à faire. Fait que on peut changer si tu veux. Ouais. Tu veux-tu ne pas faire de sitcom comme toi tu fais présentement, mais avoir l'autre trophée à côté? Ah, non? OK, parfait. Puis tu sais, tu remplaces à la Radio Énergie, puis éventuellement, tu vas en faire de la radio, mais t'en fais déjà 35 semaines par année. Si tu veux, on va y donner à Martin, tu sais. Puis là, j'ai fait comme, OK, je comprends, man. C'est très Martin, on fait pas ça pour ça. Le trophée, à quelque part, c'est ça le showbiz. Mais nous, ce qu'on fait, c'est pas juste du showbiz. Dans le showbiz, il y a biz. Puis c'est aussi important que show. Puis il dit, peut-être que c'est plus biz que show, votre affaire. Mais il dit, pour vrai, t'es à la télé, t'es à la radio, tes salles sont pleines, puis tu brailles parce que t'as pas de trophée. Tu fais quoi dans la vie déjà, toi? C'est vrai, t'es un humoriste. OK, parfait, merci. Puis j'ai plus jamais chialé. J'ai déjà été déçu, par exemple, de pas être... C'est ça qui disait ça, Ferland? Stéphane Ferland. Ouais, il nous avait dit ça. Puis écoute, était bon pour ça. il nous avait carré là parce que il y avait... Puis l'autre affaire de te dire à un moment donné, il y a un effort à faire. C'est pas de la magie. Tu sais, je te compte de quoi depuis tantôt, comme si tout était a walk in the park. Ouais, le souffle. Je me suis levé un matin et j'ai fait, ah ben oui, le souffle. Oui. Voyons donc, tu sais. À un moment donné, lui, il est arrivé, puis comme gérant, puis je vais le remercier tout le temps pour ça, à un moment donné, il s'assoit avec nous autres, puis il fait comme, qu'est-ce que vous voulez faire, les gars? Qu'est-ce que tu voulais faire, tu sais? Fait que, ben, il dit, quand on veut faire de quoi, on fait des gestes pour faire de quoi.
Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ben, vous avez quoi comme matériel? Là? Vous avez à vous du stock, à part les mêmes gags que vous faites depuis 1 an et quart? C'est quoi le nouveau stock de Dominique et Martin? On s'en va où? Je dis, avez-vous une tournée? Non? OK, parfait. Fait que, voulez-vous une tournée? Oui, OK. Fait que, quand tu dis reality check, à un moment donné, c'est ça l'affaire. Tu es obligé d'essayer de mordre dans du réel. C'était quoi notre réel? Nous, on rêvait la marquise du Saint-Denis. Ouais. Mais écoute, si t'écris aucun gag, ça arrivera jamais, ça. Fait que pense-y tant que tu veux. Fait que là, il fait comme, le showbiz, as-tu besoin de vous autres? Moi, vous donner des réponses? Non. Le showbiz n'a pas besoin de vous autres du tout dans la vie. Il y a assez d'humoristes. Pour vrai. Fait que ça, c'est pas un mérite qui va vous arriver puis qu'il n'y a rien qui vous est dû. Est-ce que vous pouvez prendre votre place dans le showbiz? Ah, Chris, oui, par exemple. D'aplomb. Et là, ça change ton mindset pendant 6 mois. Puis à un moment donné, j'ai eu une fois un questionnement avec Dominique. Une fois. Parce qu'après cette discussion-là, dans le temps, là, peut-être un genre de 9 mois, peut-être presque 1 an après, on fait dans le temps un show qui s'appelle L'Humour à 4. On est produit par Octan. Il y a Marc Larrivée là-dedans, André Gauthier, qui est probablement le talent comique le plus inouï que j'ai vu de ma vie, là, une originalité, puis débridée. Je me souviens de toute cette gang-là. Mais on est dans une période... Il était tourné à l'école, je pense. André, l'année de Anctil Morancy, c'était la même promotion. Ouais. Carole Dion, Anctil Morancy, puis André Gauthier ont été la tournée juste pour rire cette année-là. Et donc, quand... Je perds un peu mon idée, mais l'idée... Tu disais qu'il y a une fois que tu avais hésité avec Dominique. Et donc, après cette discussion-là avec Ferland, moi, je catch l'affaire, puis à un moment donné, je suis celui qui écrit le plus, qui est le plus industrieux de nous deux, mettons. Okay. Dominique, lui, était très bohème dans le temps. Genre même a fumé un petit pétard avec les cheveux longs, il faisait Jésus, puis là, à un moment donné, je vais être inspiré. Puis il avait raison, quand il était inspiré, il était foudroyé par des idées brillantes parce que c'est un grand comique, sauf que ça y arrivait une fois par 3 mois. Puis moi, je me souviens, donc 9 mois après le speech avec Stéphane, je dis à Dominique, j'ai dit du Martin Cloutier, puis je parle pas de moi 3e personne, mais le stock que j'écris, je suis capable de le jouer tout seul. Moi, je veux jouer du Dominique et Martin. Ouais. Ça va impliquer que tu en écrives toi aussi. Puis moi, je venais de finir de lire la biographie de Victor Hugo. Puis j'avais lu pas longtemps avant Picasso. J'aime ça, les personnages historiques, parce qu'il y a des leçons là-dedans. Et les deux, j'ai fait comme, OK, man, ils faisaient la même affaire. Hugo se levait à 5 heures le matin, puis il s'en allait à son lutrin parce qu'il écrivait debout. Puis là, la première affaire qu'il faisait en se levant le matin, il faisait pas sa barbe, il déjeunait pas, il se faisait un café, puis il écrivait pendant 1h30. À 6h30, il allait faire ses ablutions. C'est quoi ça, ablution? Brosser ses dents, se peigner, prendre sa douche, se laver. À 7h, il était au bistrot du coin, puis il était sous jusqu'à 11h le soir. Sérieux? Puis le lendemain matin, il se relevait. La première affaire qu'il faisait dans la vie, puis Picasso, la même affaire. Le premier geste dans leur vie, à chaque jour de leur vie, indépendamment de ce qu'ils avaient vécu la veille, sous, choqués, ils donnaient la première 1h30 de leur jour à leur art. Ils sont pas devenus grands pour rien. C'est parce qu'ils ont fait ça chaque jour pendant 50 ans, 60 ans. T'imagines-tu? 1h30 de temps qu'il peint, ce gars-là, avec ce talent-là qui arrête pas de s'affiner, ça a donné Picasso. Là, j'ai fait comme... Et là, je te le jure, j'ai la date. Le 6 mars 98, je dis à Dominique, si, à chaque matin, la première affaire qu'on fait en se levant, c'est d'écrire des gags, puis on écrivait à main dans le temps. Je te fais ça parce qu'on avait des feuilles mobiles puis des stylos. J'ai dit, moi, je veux qu'on écrive une page de gags, chacun à chaque matin, peu importe ce qu'on a fait la veille. La première affaire qu'on fait en se levant, j'y compte ça, là, ce que je viens de te compter, puis il fait comme, OK, on le fait. Mais moi, je connais mon doom. J'ai dit, non seulement on le fait, mais à chaque jour, on va s'appeler pour se lire les gags qu'on vient d'écrire. Là, il est fourré, là. Ah ouais. Mais le 9 mars. C'est plus juste au choix du chef, là. Vendredi le 6, samedi le 7, dimanche le 8, lundi le 9, je me lève à 7h le matin. J'ai faim, mais j'écris une page et quart de gags à peu près. Puis je pense que mon dernier gag, c'est « Ma grand-mère est un pompier ». C'est n'importe quoi, c'est de l'écriture automatique. Puis la prétention que j'ai dans ce temps-là, c'est que faut que tu tasses 1 tonne de roche pour trouver 1 once d'or. C'est la même affaire là, ce qu'on fait. Là, un gag broadcast, il est caché à travers 14 gags qui ne marcheront jamais. T'sais. Mais il faut que tu sortes ces Christy de gags-là. Moi, je finis d'écrire mon affaire. Je laisse passer un peu de temps à 11h30. Je pogne le téléphone. Dom est à Saint-Eustache. Moi, je suis chez mes parents à Louisville. Dom! Ouais, c'est Martin. T'as-tu écrit tes gags? Il dit, ah oui. Je dis, OK, parfait. Tu les tiens ou tu me les... OK, on s'est lu nos gags. On a fait ça 4 jours. Puis après 4 jours, on ne s'est plus jamais rappelé. On se rappelait une fois de temps en temps. On se lit-tu des gags la semaine prochaine? Là, on arrivait avec des packs de gags. On avait 20 pages de feuilles mobiles. Donc, théoriquement, sur ces 20 pages-là, on avait peut-être 15 gags qui feraient un show éventuellement. Mais on avait écrit 20 pages. Quand même. Puis là, on était juste les fourmis. On sortait plein de stocks. On sortait industrieux. Pas le plus grand talent. Brian Scruglan, le grinder, le plombier. Oui. Mais pour vrai,
j'ai une job à faire, m'a passé là. Il n'y a rien qui va m'arrêter. La grippe, la neige, n'importe quoi. Fait qu'on a fait ça pendant probablement 12 ans, à chaque jour de notre vie. Ce qui a donné, quand on a fini ça, le 9 mars 98, j'ai dit à Dominique, je sais pas, mais je sais qu'un jour, on va avoir un show. Si on fait ça, les deux ensemble, en premier, à chaque jour. On a commencé à le faire. On a eu une première médiatique le 19 mars 99. Puis là, j'ai fait comme, OK, man, quand on se donne dans quelque chose, on fait de la magie, man. Parce que là, ça nous dépassait. Là, on venait de faire le show à Québec avec les restants. On était dans cette période-là. Là. Tu sais que je te disais, mon show en 98. Puis ça, c'était en avril. Fait que pas longtemps avant, on avait commencé à écrire, mais il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans nous autres. On devenait des artistes véritables, en fait. Puis on a fait ça pendant 12 ans à chaque jour de notre vie. Puis je m'ennuie de cette époque-là. Plus artisanale. Mais sais-tu ta présence, c'est quoi qui a cassé le beat? Non, c'est avant ça. Non. C'est avant ça, parce qu'à un moment donné, on a fait de la télé aussi. Parce que là, tu peux juste plus, à cette heure-là, du moins. Ouais, non. Écoute, je pourrais probablement le faire en début d'après-midi. Puis il y a des journées, écoute, la beauté de l'affaire, c'est que on se mettait une page de gag par jour. La réalité, c'est qu'il y a des grandes journées, je l'écrivais 5-6 un moment donné, là. Puis le lendemain, j'avais de la misère à faire une page. Un moment donné, j'en faisais 3, 2,5. Mais là, tu as tout de suite une mesure concrète de j'ai 3 pages, OK, j'ai 2 gags. Ouais. OK, tu avais développé. Il y avait un ratio qui avait apparu. Il y avait un ratio là. clair parce que, écoute bien, on se lit un pack. Fait que là, moi, je pars. Puis là, lui, il rit pas. Fait comme, OK, on va l'enlever. Puis à un moment donné, mais celle-là, il y a quelque chose. Ouais, OK, garde-la, mais on ne retravaillait jamais. Tu comprends? On attendait. Ouais. Puis à un moment donné, là, lui, il rit. Puis moi, je ris. OK, lui, on le garde. Ça y est. Fait que là, je regardais mes feuilles. Je les ai en case. Il fait, là, faudrait que je te les montre. Là, je pourrais t'envoyer des photos. Là. C'est tout biffé. Mais on a 4 pages de temps. Puis à un moment donné, il y en a 3 en ligne. Puis à un moment donné, il y en a un dans l'autre page. Puis à un moment donné, c'est comme ça. On est des chercheurs d'art. On trouve la pépite qui est drôle. Puis après ça, là, quand tu montes le show, c'est pour ça qu'on faisait une ligne, un punch. Parce qu'on écrivait de même. On écrivait de même, qu'on avait un gag de 3 lignes, mais crève, on riait dedans. Mon gars, on était là, my God, c'est bien drôle. Le gag d'après... Attends une minute. T'es en train de dire que la mécanique Dominique et Martin est venue de l'écriture ainsi que sa façon de faire. Ouais. Donc, vous n'êtes pas dit, on va faire ça. Vous avez à l'usage écrit... Puis ça s'est raffiné. La mise en scène, si tu veux, et la façon que vous avez décidé d'écrire. On est arrivé à un moment donné à la conclusion de... Nous, on connaissait pas ça du stand-up. Fait qu'on pensait, pour nous, c'était une ligne, un punch. Puis on voyait, mettons, Roméo Pérus qui comptait une joke en arrière de l'autre, qui n'avait pas de lien entre les deux. Fait qu'on s'est dit... L'histoire racontée avec une suite logique, c'est pas nécessaire parce que visiblement, il y a du monde qui rit comme ça. On écoutait des stand-up américains, mais c'était pas comme aujourd'hui. Il fallait que tu ailles à la boîte noire dans le temps pour aller chercher Andrew Dice Clay parce qu'il n'y avait pas de YouTube ni d'Internet. Il fallait trouver ça. C'était rare. Fait que nos références étaient très québécoises. Mais quand tu avais Andrew Dice Clay, je me souviens, moi, le show Raw de Eddie Murphy. Écoute, moi, je me souviens d'avoir vu ça pendant que j'étais à l'école de l'humour. Bien, j'étais là, ah, OK, il fait juste une petite phrase de rien, puis tout. Moi, j'apprenais ça, là. Fait que ça nous donnait plein de permissions. Fait que, ouais. Puis à un moment donné, on a essayé de raffiner ça, de dire, il faudrait peut-être faire une histoire avec notre affaire. Écoute, on s'est perdu là-dedans parce que c'est pas ça qu'on fait. Le plus qu'on a fait, c'est mettre les gags en thème, mettons, là, quand on parle de nos blondes, ça faisait un number sur nos blondes, puis on est plus dans une écriture un petit peu plus patinée maintenant. C'est aucune histoire, mais tu peux avoir une thématique. Il y avait une thématique, mais il n'y avait pas d'histoire. Mais c'était tac, 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 tac. Qu'est-ce qui est drôle? L'accumulation, la précision dans le timing, puis la qualité de la ligne. Fait qu'on en tuait 20, on en gardait une à la fin. Puis fait qu'écoute, fait que nous, là, dans notre processus de production créative, là, créatrice, je devrais dire, ben c'était ça nos paramètres. Ce qui fait que, moi, je me souviens de Patrick Huard qui nous avait découvert, il dit, vous autres, c'est un gag après l'autre, vous avez du timing, tu as tout compris, man. That's it. Ouais. Mais pour vrai, fais-le, tu sais. Fais-le, trouve quelqu'un avec qui tu vas avoir une complicité comme ça, puis fais-le, c'est wide open, là, tout le monde peut le faire. Pas tout le monde peut le faire. Moi, je pense, en tout cas, je le dis avec un peu de prétention, ça, oui, parce que j'en ai vu plein qui ont essayé, j'en ai vu plein qui nous ont inspirés aussi. Nous, à l'époque où on est sortis, il n'y en avait plus de duo. Il y avait Céréal et Stéphane K, puis il y avait les Grandes Gueules qui ne faisaient pas de scène, ils étaient à la radio exclusivement jusqu'en 2000. Donc, nous, à l'époque, puis Réal Bellan, avec Stéphane Lefebvre, se sont séparés. Ouais. Mais on était les tenants. Là, j'ai compté avec Pierre Légaré, Gilles Latulippe. Ça, c'était particulier, ça. Mais bon, ça fait partie de tout ce qui nous a formés. Mais, tu sais, c'est pas un chemin... c'est pas un chemin... Puis à un moment donné, ben, il y a un moment donné où il y a une magie qui est arrivée parce que il y a un dicton qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », mettons. Ça, je suis très ésotérique là-dedans, mais le fait d'écrire ces gags-là, à partir de mars 98, puis j'ai dit à Doom, texto, je sais pas où ça va nous mener, mais je sais qu'on va arriver à quelque chose. Ben, un an après, j'étais au Jésus, en première médiatique, avec un show, puis je venais de réaliser ce que je pensais jamais faire. Ouais. Je finis cette première-là, là, je suis en coulisses, puis là, je suis comme « OK, man ».
je n'ai que l'image de Martin, 13 ans, avec ses bottes de rubber, en train d'aller chercher les vaches dans le champ. T'sais. Qu'est-ce que je fais ici? Ouais. Pendant 4 secondes. Là, je ressors, oui, c'est vrai, hey, merci. Je comprends rien de ce qui m'arrive, man. Puis là, non, mais t'es peu, mais OK, le chemin, c'est ça. Ce qui fait que, à chaque fois, jamais tu vas me faire dire autre chose. Un gérant gère ce que tu génères. Puis quand tu écris quelque chose, puis quand tu mets de l'effort dedans, tu te mets sur le chemin de Picasso, tu te mets sur le chemin de Victor Hugo, tu te mets sur le chemin de tous ces grands artistes-là. Victor Hugo disait « Je donne à mon art le premier souffle de ma journée. » Mais quand tu fais ça, ça veut dire une chose, tu te dédies. Tu te dédies. Puis à un moment donné, aussi, on faisait des... Moi, j'étais un fou d'histoire. Puis j'étais un gars qui aime ça faire des images. Je vais t'en conter une autre anecdote. Je dis à Dominique, à un moment donné, on sera incapable de faire ce métier-là si... Quand on embarque sur une scène dans un spectacle mineur, on n'est pas l'affaire la plus drôle qu'il y avait sur le stage plus souvent qu'autrement. On ne peut pas tout le temps l'être, mais on est obligé de tuer quand on va sur le stage. Parce que, comme le hockey junior, la Ligue américaine après, à un moment donné, il y a peu d'élus en haut. Je dis, si tu veux faire ça, il faut que quand il y en a 5 sur le stage, c'est toi le plus drôle. T'sais. Puis je dis, pour faire ça, ça va exiger ces efforts-là, tout ce que je t'ai dit. Là. Puis moi, ce qui m'inspirait, c'est Emil Zatopek. Emil Zatopek, c'était un coureur tchécoslovaque dans les années 50 qui était un coureur de fond, 3000 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres, je me souviens bien. Mais pourquoi je me souviens de lui? Parce que lui, il avait dit à un moment donné, écoute, on est dimanche, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, je vais m'entraîner. Oui, mais on pourrait aller faire la fête. Oui, mais je vais m'entraîner. Mais pourquoi tu t'entraînes? Mais ça va être les Olympiques. Oui, mais c'est juste dans 3 ans. Oui, c'est ça. Mais il dit, si je veux gagner aux Olympiques puis passer en avant des autres, il faut que je m'entraîne plus que les autres. Les autres vont s'entraîner du lundi au vendredi. Moi, je m'entraîne aussi la fin de semaine. Puis il a tellement poussé ça loin qu'il a été le premier à mettre des poids après ses chevilles. Ah ouais? Ça a été le premier. Zatopek, quand il a fait ça, tout le monde s'est mis à courir de même. Tu comprends? Moi, quand on a sorti notre premier show, j'ai dit à Doom, j'ai pogné le show US qu'on s'en va d'Yvon Deschamps. Il y a 260 quelques gags dedans. On est obligé d'en mettre 350 dans le nôtre. Je dis pas que je fais des gags comme Yvon Deschamps, mais en quantité, je me cherchais des repères mathématiques, cartésiens, concrets. Puis c'est comme ça qu'on avançait. Ça fait que notre premier show, en vrai, il y avait 434 gags, je pense, dedans, puis on jouait ça en 2h25, là, en 2 parties, mais ça gonnait tout le long, même si c'est 5 gags à minute, aux 12 secondes, clac, 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 en moyenne. Ça n'a aucun sens. Puis Guy Jodoin, à un moment donné, vient faire notre mise en scène un peu plus tard, le show Inséparable, après, à notre 3e tournée. Il dit, vous autres, j'ai vu votre show. Il dit, pour vrai, là, je suis revenu en charge, j'avais mal dans la face, j'avais mal dans les pecs, j'avais mal dans les abdominaux, mais je me souviens de rien. Je dis, ah ouais, pour vrai, mais t'as ri. Il dit, ouais, mais on peut aller C'était avec Guy, là, à ce moment-là, qui était très critique de notre travail, en même temps très aimant de ce qu'on était. On est vaillant, plutôt, moi puis Dominique, fait qu'on était bon élève. Puis on voulait aussi... c'est un métier, comme je te dis, on le fait jamais seul. Fait que Guy, quand il est arrivé avec Inséparable en 2007 peut-être, ouais, 2007 plus, lui, il nous a pogné, il a fait la mise en scène de nos 2 shows suivants, qui nous amène où on est aujourd'hui à notre 6e tournée, là. Vraiment, ça a été un regard... il y a des virages, à un moment donné, dans les trajectoires. On était moins une ligne, un punch avec Guy. Il nous montrait plus aussi à nuancer notre jeu, à faire rire avec un silence, man, tu sais. C'est fou, là. C'est puissant, faire rire avec un silence, là, tu sais. Soutenir une intention, des affaires de même qui viennent du monde du théâtre, mais cet amalgame-là, pour vrai, on l'a embrassé. C'est drôle parce qu'on a fait un roast avec Guy, puis on l'a taquiné, mais pendant qu'on travaillait avec lui, on était littéralement un trio. Là, il s'est beaucoup investi avec nous autres. Le projet artistique était entier. Là. Écoute, lui, il gardait les statistiques. Là. On a fait notre première de rodage à Magog en peut-être 2007. Là. Écoute, il dit, Martin, j'ai additionné toutes les heures de mon agenda qu'on a répétées. Là. On a répété 263 heures. Aïe! Il dit, au théâtre, on répète 100, 120, les plus gros shows. Il dit, on a fait 263 heures. Je dis, tu me niaises? Il dit, ouais. Mais on était des bébites qui cherchent le comique puis qui le débusquent. Puis là, à un moment donné, nous autres, on arrive avec... Nous, on est studieux, puis on fait nos affaires, nos gags, puis là, on sort plein de roches pour enlever. Ah, il y a une pépite là, une pépite là. Lui, il pogne ça. Ouais, mais regarde, on va faire... Il taille tout ce qu'on sort, man. Fait que là, tu comprends que ça doublait, nous autres. C'était vraiment comme... On était des safs dans un buffet. Là, ouais. Mais on a vraiment trippé. Ça a fait que quand on est rentré sur le stage à notre première de rodage, écoute, le show est en dedans de nous autres. Puis je dis, ben on rode pas, Christy. Ouais. Le show est là. Tout marche, tac, 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 tac. OK, man. Fait que cette approche-là de la préparation théâtrale,
pour nous autres, puis on l'a fait une joke, tu sais, je dis, il n'y a aucun humoriste qui répète à 7 h le matin. Dominique dit, aucun humoriste qui répète tout court, là, je dirais. C'est vrai, à part du rodage. À part du rodage, mais c'est là la fin de l'écriture, tu sais, ça, c'est une autre affaire que tu as compris à un moment donné. Quand tu écris des gags, c'est tes petits bébés, tu sais, puis c'est un peu une insulte. D'ailleurs, au début, Dominique et moi, on avait écrit ensemble. À un moment donné, je trouve un gag, je dis, ah oui, t'as le gag, t'as l'affaire, puis il fait comme, moi, non. Là, j'ai fait comme, OK, mais d'abord, c'est quoi, toi, que tu as? Ah, j'ai noté un. OK, telle affaire. Je vois, non, c'est pas drôle. Je voulais rire, mais on était juste dans l'orgueil. Ouais. Et là, lui, il arrive, puis j'ai dit, écoute, Dom, si on veut travailler ensemble, je pense qu'on va écrire chacun notre bord. Puis on va se lire nos gags. On les cherchera pas ensemble parce qu'on se juge trop. Puis je dis, on pourra pas travailler ensemble. Fait que ça, c'était au début de tout, ça a été des règles assez rapidement. Puis tu sais que l'inverse, c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment, moi je l'ai vécu, à partir du moment où tu trouves dans une lecture que le gag est bon, quand tu te vas le voir devant public, si ça rit pas, tu l'excuses. Oui, Parce vraiment. que toi, tu l'as trouvé drôle. Ah, c'est clair. Ouais. Au point où on a toléré un gag dans notre première tournée, on a joué ce show-là pas loin de 400 fois, là, 385 fois, mettons, là. Mais peut-être au 383e show, il y a un gag que 383 fois, personne n'a ri. Mais que, Doom, on pourrait l'enlever, Martin. Ouais, non, soit il m'aide dans ma swing, puis non, c'était juste mon orgueil, là. Ouais, non, on l'a gardé, puis à un moment donné, fait que, OK, on va l'enlever. Quand on l'a enlevé, le phénomène qui arrive, quand t'enlèves le gag qui marche pas, entre deux gags qui marchent, ils font juste marcher plus fort, les deux, tu sais. Un moment donné, on avait enlevé comme 15 minutes de texte dans une première partie de 2h15. On l'a joué le lendemain, on a refait 2h15. On a fait comme, voyons, Chris, on a enlevé plein de gags dedans. On a fait le même temps. Parce que c'est pas ça, faut que tu fasses, t'enlèves un number. Enlève pas un gag dans chaque affaire. Tu vas juste rapprocher les propositions, tu le fais à la fin, ça. À la fin, t'enlèves tout quand t'enlèves ce qui marche pas, tu sais, vraiment, puis là, t'es lean and clean, t'es cut dans ton show, ton souffle est placé, man, c'est fou, là. T'as besoin de moins de temps. À chaque fois, on va couper des affaires parce qu'on est trop long, puis on va être aussi long, je le sais, mais on le coupe pareil, on va dire moins d'affaires, tu sais, mais ça, c'est un paquet de phénomènes, oui. Excuse, on est rendu à 1 heure. OK. Non, OK. Ben, on a tout notre temps. Moi, j'ai pas de stress, mais c'est un processus. Écoute bien, j'aurais jamais... Tu sais, quand je te dis, moi, que c'est du bonus, je te ramène ça encore parce que pour moi, c'est encore loin de ma réalité, entre guillemets, tu sais. J'étais encore le gars de... Je me souviens d'avoir entendu Bernard Landry dans le temps qui disait, moi, j'étais un gars de Saint-Jacques-de-Montcalm, malgré qu'il avait le discours d'un universitaire et une tête bien bâtie. Bernard Landry, c'est un homme extrêmement cultivé, mais il disait, j'ai encore de la boîte. Mais pourquoi tu traînes ça? Tu vois, moi, je ne conçois pas ça. Écoute, je traîne ça parce que parce que c'est tout ce que je suis, tu comprends-tu? C'est pas une affaire que je renie, c'est pas une affaire que je déteste, c'est ça que je suis pour vrai, tu sais. Fait qu'à un moment donné, moi... Oui, mais on dirait que c'est au détriment de dire Martin Cloutier, le gars qui est humoriste. Non. C'est comme si... Non, en tout cas, c'est rare que les gens m'amènent ça, moi, en disant « Ah, moi, je suis resté telle affaire. » C'est-à-dire que je pense pas que je suis resté comme j'étais dans le temps. Il y a un univers autour de moi qui a changé quand même. Honnêtement, j'ai gagné ma vie comme j'aurais jamais espéré la gagner, puis je suis privilégié, vraiment. Je le crois, ça. Là, je vais être ésotérique. C'est mon père, je pense. Ça vient de mes parents. Mes parents étaient des gens très, très humbles. Puis plus précisément aussi, j'ai été diagnostiqué, moi, pour un TDAH. Puis quand ils font ça, ils font comme des examens psychométriques puis tout ça. Puis, à un moment donné, ma psychologue a fait comme elle dit, écoute, elle dit, je comprends pas ce que t'as. Elle dit, t'as un TDAH, ça c'est clair, TDAHI, avec impulsivité. Dis-moi, je suis intense dans la vie, puis si tu me mens, tabarnak, moi te sauter dans la face, mais tu ne m'auras pas vu arriver. Puis d'autres fois, la même affaire avec la joie, la même affaire avec, je suis très impulsif. Puis ça se calme un peu avec le temps, mais pas tant. Puis elle arrive, elle dit, je ne comprends pas que tu fais un métier public, tu montes sur scène, ça prend un ego pour aller sur scène, mais dans tes paramètres psychométriques, là, je vais très loin, tu n'as aucune estime de toi. Puis là, j'ai fait comme... Là, elle me dit ça, je me suis quasiment mis à brailler. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire, t'as aucune... Ben, elle dit, ta personnalité fait que tu t'effaces constamment. Elle dit, tu fais de la paranoïa de société, tu fais de la... Fait que quand ça va mal, puis que t'es dans un groupe, t'es sûr que c'est de ta faute. Quand ça... Fait que moi, ça, quand elle dit ça, je dis, ben oui... Mais ça, pour moi, c'est le 6e de 9. Je te ramène ça tout le temps. Mais je dois toujours être le 6e de 9. Puis quand tu es le 6e de 9, puis c'est pas à ton tour... C'est en termes de profil psychologique que tu me parles. Oui. C'est pas en termes de « Ah, ben moi, je suis quand même... Fondamentalement, là, je fais partie du groupe là, qui est très vache. » C'est pas ça, là. Non, c'est pas ça, mais c'est-à-dire que j'ai quand même un fort sentiment
j'ai une facilité à prendre mon trou. Tu comprends-tu? Puis tu grandis là-dedans. J'ai pas une propension. Moi, j'étais un gars gêné dans la vie à la base. Pour vrai encore, j'avais une timidité maladive. Là. Toi, le one-on-one avec une nouvelle personne, ça reste un hyper inconfort. Tough. Ça reste vraiment un inconfort. Puis je te dirais que ça me prend beaucoup de temps avant d'ouvrir complètement dans tous les aspects d'une relation avec quelqu'un. Peu importe l'aspect de la relation, peu importe la relation. Mais par contre, j'ai un attachement fort après ça. Quand c'est fait, c'est all-in, mais j'ai toujours un rapport au groupe, moi, tout le temps. Je suis né d'une famille, je suis dans un duo, je suis dans un team de 3-4 à la radio, je suis tout le temps dans des équipes. Ouais. Puis pour moi, ce concept-là, je suis un gars je joue au golf, mais c'est le seul sport solo que j'ai fait de ma vie. Sinon, c'est du baseball, du handball, du hockey. J'ai de la balle, j'ai fait ça tout le temps. J'étais un gars de gang, moi, fondamentalement. La gang me rassure et je sais comment contribuer à une gang quand je suis dans une. Pour moi, la dynamique s'installe instantanément. Pour vrai. Je rentre là, puis OK, ils ont besoin d'un leader, je peux y aller. Ou bien ils ont besoin de quelqu'un en retrait, quelqu'un qui fait la vaisselle. Moi, zéro stress. Un radar naturel. Un radar naturel pour ça. Fait que moi, pour vrai, puis le fait probablement psychologiquement de ne pas avoir d'ego, mais rassure-toi, c'est pas de l'estime de toi. Ma psychologue, je dis là, mon Dieu, faut-tu que je pleure? Elle dit, t'en souffres pas probablement. Elle dit, la seule affaire, c'est que tu t'effaces toujours dans tous les aspects de ta vie, constamment. C'est un mode de solution. C'est un mode de solution pour moi, probablement. Et peut-être même une façon d'approcher les affaires. Une façon de... C'est comme ça que je suis. Probablement, je me suis rendu compte quand j'étais petit, étant le 6e, puis que, écoute, il y en a 3 plus jeunes, puis le petit, il a toute l'attention, puis le grand me donne des tapes en arrière de la tête. Fait que, entre ça, tu veux le câlin que le petit a, puis que lui arrête de te donner une tape, tu te trouves une place, tu sais, puis... Mais super proche, on est juste... comme Absolument. on est, hein, puis, mais c'est vraiment ancré en moi. Puis tu sais, moi, je viens d'un milieu très ouvrier. Tu sais, j'ai un frère traducteur, j'ai une sœur qui était la plus jeune gérante d'une caisse populaire de l'histoire du Québec. Là. Tu sais, j'ai des gens brillants, psychoéducatrices. J'ai aussi un camionneur, j'ai un mécanicien avec moi, j'ai une directrice d'école, j'ai tout ça autour de moi, tu sais. Mais... on a tous appris du même père à travailler, de la même mère. On a été beaucoup dans la nécessité, dans chacun de nos gestes, à un moment donné. Quand t'es 9 le matin, puis que ta mère te regarde et te dit « Martin, va prendre ta douche », il n'y a pas beaucoup de négociations, là, tu sais. Fait que cette communication-là, par la nécessité, le ton ne lève pas outre mesure, mais c'est ferme, il n'y a pas de détour, fait que chacun prend son. Fait qu'on n'en souffre pas parce qu'on est porté par... un moment donné, ça va être... OK, là, c'est moi la douche. Tu es en train de décrire un animateur d'une émission de radio, je crois. Exactement. C'est-tu arrivé de même? C'est arrivé... moi, je le voyais pas au début, puis le fait d'être devenu un meilleur straight man, c'est là que je suis devenu un anchor sans le savoir. Puis c'est là que Joanne Cloutier a vu ça. Quand moi, j'ai commencé à être bon, puis qu'elle me voit travailler sur la scène, puis là, à un moment donné, elle dit « Martin, sais-tu qu'est-ce que c'est un anchor? » Je dis non, j'ai aucune idée, tu sais, comme je sais pas ce que c'est un sitcom, puis on écrit un pareil, mais non, mais oui, vas-y, elle dit c'est quelqu'un qui met en évidence tous les éléments qui l'entourent. Elle dit, toi, tu es à la radio, on est dans une radio musicale, tu as un log musical, ces tunes-là, quand tu es présente, il faut que ce soit la 8e merveille du monde. Tu as un collaborateur avec toi, quelqu'un qui fait une chronique, la même affaire avec lui. Puis je fais, ah, OK, tu veux dire comme quand j'étais avec Dominique? Elle dit exactement la même affaire. La même affaire. Là, j'ai fait comme, OK, man, c'est ça. Fait que moi, c'est juste... Ma spécialisation m'a ouvert une autre porte sans le savoir. À un moment donné, même si j'en rêvais, je savais pas ce que c'est. C'est pour ça que j'en rêvais peut-être inconsciemment, mais quand je suis devenu un bon straight man avec Dominique, c'est là que j'ai commencé à être un anchor. J'ai vraiment commencé là à comprendre. Puis encore là, il faut que tu sois capable. Hey, pour vrai, là, moi, là, je l'ai dit à la personne. Le meilleur animateur que j'ai vu de ma vie, puis je le pense encore aujourd'hui, puis tu le connais très bien, c'est François Morancy. François qui n'est pas dénué d'ego, c'est un gars qui est fier, un gars qui est beau, qui fait attention à lui, mais quand il anime ce gars-là, il n'est plus là. C'est fou, là. Moi, j'ai été sur des shows avec lui, puis il était bien plus connu que moi. Ben ouais, il nous présentait comme si on était... Même quand il animait un gala. Même quand il animait un gala, même quand il était à la radio. Oui. J'ai collaboré dans son émission de radio à C'est quoi dans le temps. Puis écoute, j'étais là, mais OK... Lui, il est une leçon pour moi. J'ai déjà dit d'ailleurs, puis il veut plus que je dise ça, mais je le pense quand même parce qu'il est... Mais tu sais, c'est ça, je te dis, tu regardes François, tu dirais pas ça de lui parce que c'est un gars qui est fier de lui, il est en shape, fait attention, il paraît bien, c'est un brillant, c'est un studio, il est bourré de talent, mais c'est de loin le meilleur. Ça a été pour moi l'école d'animation par excellence. Parce que lui, il est pas là. Il est jamais là. Tu vois d'autres animateurs que tu vois tout le temps. Lui, là, non.
Puis il n'est pas là, puis on passe un bon moment quand même. Là, clair. Puis là, quand tu es un peu plus technique, puis tu le regardes travailler, tu fais OK, la balle a presque tombé à terre, mais il a juste étiré le bras, puis il l'a remonté dans la jonglerie, puis on continue, là. Hey, ça, il faut être doué, là. Ça, il faut être humble aussi. C'est un esprit d'abnégation que j'ai pas toujours eu. Puis que fait que c'est ce même chemin-là. Puis lui, il a été moi, j'ai fait pendant longtemps, puis je le pense encore. On le voit moins animé maintenant, mais c'est clairement en lui. Puis, vous me ferez pas dire autre chose, c'est l'animateur le plus efficace que j'ai vu de ma vie. Entièrement d'accord. C'est chirurgical. Mais la preuve de ça, c'est que c'est le rythme. cas, peu importe le gig. Ouais. À radio, c'est ça. Aux ça. Olivier, c'était ça. C'était ça. Juste pour rire, c'était ça. C'était ça. J'embarquais sur le stage. La dernière fois que j'ai joué avec lui, c'était aux Olivier quand il avait animé. Non, on a fait de la radio. Non, c'était après la radio ensemble. Écoute, on va faire une présentation, puis c'est lui, c'est l'anchor, il anime le show. S'il est sur le poster partout, man, jamais il m'a... Non, faites ça, les gars. On va mettre l'affaire. On met là. Il était à notre service, man. Puis j'ai fait OK, man. À chaque fois, ça a été ça. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, François, il le sait. Puis il est pour moi un masterclass. Si tu veux devenir un animateur dans la vie, je te jure, regarde comment lui travaille. Puis, non, mais regarde. J'aime ça entendre ça. Puis je sais pas le travail qu'il a fait en arrière de ça. Je connais pas son cheminement à François tant. Mais ça, my God, que c'est ça. Excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. J'aurais une question pour toi. Le fait d'avoir été un duo, clairement, ça vous a fait travailler la mise en scène plus que ben des humoristes au Québec. Là. Puis comment tu abordes la mise en scène? Je sais que tu en as fait pour des shows d'humour, puis même tu travailles avec Roxane Bruno, je pense. J'ai travaillé avec Roxane, j'ai travaillé avec Stéphane Fallu, avec les deux frères. J'ai fait même quelques shows de télé, les 5 prochains, entre autres, des choses comme ça, que j'ai fait des mises en scène. Moi, j'ai une approche pour vrai. J'aurais pas pensé que je deviendrais ça parce que je suis un gars qui aime plutôt les concepts quand je fais de la mise en scène. Tu sais, mettons, j'invente un numéro. On a fait des numéros pétés, là, dos au public, assis d'une salle de cinéma, puis on jase entre nous autres, puis tu sais, des affaires. Avec Guy, on a précisé ça avec Guy Jodoin. Mais moi, la mise en scène, pour vrai, la meilleure mise en scène, c'est encore là. Je fais une mise en scène de straight man. C'est une mise en scène de dépouillement. Puis je veux sentir que l'artiste est où ta limite de confort, tout nu. Dans ton art à toi, tu sais. Moi, quand j'ai travaillé avec Roxane, elle n'avait jamais fait de scène vraiment. Elle commençait. Fait que là, elle chantait, un peu prostrée, un peu... Fait que c'est vraiment comme... Je dis, écoute, Roxane, regarde-nous. Puis quand tu chantes, puis que tu parles à Dieu, tu peux pas parler à terre. Si tu parles à Dieu, parle en haut, tu sais. Écoute juste qu'est-ce que tu dis, puis ça va te dicter. Mais je veux pas non plus que tu te mettes à placer un geste. Je veux juste que tu C'est sois... pas Notre-Dame de Paris. Ouais, exactement. Mais que ça peut être une façon de travailler. Je ne blâme pas ça, mais c'est pas la mienne. C'est pas la mienne. J'écoutais à un moment donné... c'était le show avec Neptune, là, comment ça s'appelait donc? C'est un acteur qui parlait de la méthode Stravinsky, mettons, là, à New York. Je sais pas si je prononce comme il faut, là. C'est Michael Caine, je pense, qui était là. Avec, comment ça s'appelait, ce Christy Show-là? Excuse-moi. Ça a été repris à RTV avec René Aumirois, là, mais c'était un... Viens voir les comédiens? Bon, ben, en anglais, là. Bon, okay. je vois ça, là, à Actor Studio. Oui. Ah, ben oui. Actor Studio. Et là, Neptune reçoit Michael Caine. Puis là, j'écoute ça, moi, puis moi, je trouvais ça fascinant. Il y avait des chanteurs, il y avait Billy Joel, écoute. Puis si on fait le même métier, on fait un show, on fait une représentation de quelque chose qui veut dire de quoi, tu sais, pour provoquer un effet. Et lui, Michael Caine, il raconte à un moment donné que un metteur en scène, il dit, écoute, on va refaire la scène, mais enlève-en un tout petit peu. OK, il refait la scène, il est jeune acteur. Il dit, on va le recommencer, mais enlève-en encore. Là, il fait comme, OK. Un moment donné, regarde, écoute, je veux pas être gossant, Michael, mais enlève-en encore un petit peu. Il fait comme, OK, mais Chris, tu veux pas que je joue? Oui, je veux pas que tu joues, man. Je veux juste que... Et là, moi, j'ai ri. Mais c'est tout ça. Fait que, pour répondre à ta question, la mise en scène, pour moi, je veux pas que tu joues. Parce que si tu joues à Elvis, lui, il jouait pas. C'était ses moves à lui. Elle sait pas de faire un peu Elvis. Le parallèle le plus clair de tout ça que je trouve, qui est comme, pour moi, une phrase extraordinaire en comédie, c'est « Don't play it funny ». Ah non, c'est ça. Man, fais pas comme si c'est drôle. Non. Puis ça, je l'applique danse croche, mais pas comme si c'est drôle que tu danses croche, tu sais. Exactement. Fait que force rien, tu sais. Fait que moi, mon approche de la mise en scène, c'est ça. Puis c'est ça par rapport à un gag, par rapport à un number, par rapport à un show, par rapport à une carrière. Essaye d'être vrai le plus souvent possible. Tu sais, la vérité... La vérité, c'est qu'on fait ce métier-là pour la vérité. Mm-hmm. C'est ça l'affaire. Puis il y en a qui l'oublient des fois, fait qu'ils vont mettre plein de sparages, mais les plus belles affaires, les affaires les plus vraies, le génie, c'est la simplicité.
c'est quoi que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux faire, enlève ça, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Puis je suis content, moi, où la business est rendue. C'est fini l'époque avec les 24 pieds, on n'a plus économiquement les moyens de faire ça, mais tout le monde rentre dans des salles, plus de décor maintenant. Puis je bénis ça, parce que c'est le verbe qui gagne, puis c'est la switch comique que tu ouvres, puis écoute, ben, on s'en va quasiment dans le coin, pas d'éclairage. Tu sais que c'était très voisin gonflable, les décors. Absolument, ben oui. Tu sais, puis je sais, moi-même, je suis entièrement coupable. Puis les pages dans le journal, puis on était là-dedans, c'est une espèce d'une époque, on se parle des années 90. Puis après, tes artistes, ils te disaient, comment ça se fait que Rousseau, lui, il a une grosse page, mais c'est parce qu'il va falloir qu'il en rembourse, puis il en vend, puis qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. Tu sais, c'était comme... Maintenant, on va parler de radio. Oui. Parce que c'est deux affaires. On est ironiquement de la même compagnie, Cogeco. C'est quoi Montréal? Moi, depuis 10 ans, FM 93 à Québec. Plein de chapeaux et tout. Même chose un peu pour toi. Oui. C'est quoi la proposition de ton émission? Je te dis ça parce que c'est une radio musicale. Oui. C'est une radio vous faites de l'humour à travers ça, telle affaire. Mais vous êtes tout le temps pris dans le temps. Alors que moi, je viens de l'habitude de la radio de Québec où une chronique, ça commence par 20 minutes. Là, je devrais pas te dire ça parce que là, premièrement, ce que tu dis là, nous, cette année, depuis 4 jours, on vient de commencer, là, je veux pas trop marquer le temps, mais ça fait 4 jours qu'on a commencé. J'ai à 6 heures une cote de 10 minutes. J'ai à 7 heures une cote de 12 minutes. C'est nouveau, là. C'est flambant neuf, là. C'est un mais avant, c'était 4 minutes. Là, c'était des 4 minutes, mais on les faisait en 6, puis on se faisait suer, puis on se battait, puis tout ça. Puis depuis, moi, quand je suis rentré dans Debout les comiques, là, c'est 2 affaires. Debout les comiques, là, c'est un directeur de station, Richard Lachance, qui dit, moi, je veux faire comme le Zoo à Québec dans le temps, en 2013, un gros show le matin, du monde autour de la table, je veux que ce soit drôle, go, on y va, c'est quoi? C'était pas ça, c'était pas clair, là, on s'en va là. OK, parfait. Fait que Joanne m'appelle, tu veux-tu faire ça? Ouais, moi, je veux Sébastien Hurtaud à la production, je veux quand même des chroniqueurs, sports, des affaires de même, qu'on jase un peu, mais tu as raison qu'on est dans une radio top 40. Joanne part après 1 an. Il y a un jeune directeur des programmes, Jean-Sébastien Lemire, qui vient nous rejoindre à ce moment-là. Jean-Sébastien est quelqu'un, probablement le plus beau regard sur la radio actuellement qui existe dans le business. C'est lui qui est là? C'est pas lui qui est là. Il est rendu directeur VP de la station musicale de Cogeco. Il a grandi dans l'organigramme, mais ça fait 17 ans qu'il est professionnellement dans la radio. Il était à Rythme FM. Et quand il est arrivé avec nous autres, il dit, là, on va faire de la radio qui est proche de votre casting. Il y a Tammy Verge, il y a Billy, il y a Patrice Bélanger, puis il y a moi. Patrice Bélanger, c'est le gars gossip, très sport. Tammy Verge, c'est one of the boys, la fille qui fait des jokes d'une taverne sans problème, puis je veux pas la diminuer, mais c'est pour l'image. Puis Billy, c'est le petit comique malfaisant dans le coin. Puis toi, tu es le comique, mais cultivé aussi. Puis il dit ça, on le sent en ondes, on va aller juste une petite touch de plus. Puis il dit à partir de maintenant, puis je te réponds simplement, notre show, c'est 3 affaires. Être drôle, s'informer, puis toucher les gens. Être vrai tout le temps dans ça, mais c'est 3 affaires. Il dit, si vous faites une cote qui est pas drôle, qui nous informe pas ou qui nous touche pas, faites-la pas. Là, j'ai fait comme, OK, c'est assez simple. Puis là, à un moment donné, en faisant ça, là, on se rend compte aussi que tu as des réactions, mettons, ça fait qu'on pouvait pas faire pendant 1 heure juste des cotes comiques, tu veux un équilibre dans ton affaire. Fait que là, on a commencé à travailler plus spécifiquement avec des alternances, assez audacieuses à part de ça. Là, on allait loin dans des affaires, puis je compare toujours ça à un globe terrestre. Quand on fait un show de radio, faut pas être au pôle Nord ni au pôle Sud. Pôle Nord, on est trop énervé. Pôle Sud, on est trop deep. Mais il ne faut pas être à l'équateur non plus parce qu'on est trop mièvre. Il faut être au tropique. Cancer, Capricorne, je ne me souviens pas lequel. Là. Mais ton amplitude, c'est là. Fait que tu vas monter. Ça fait que, exemple, à matin, on a parlé de le Russe, le chef de patron de Wagner qui s'est fait abattre son avion. Bon, écoute, c'est politique. On apprend de quoi, par exemple, à travers ça? Nous, on arrive avec des éléments qu'on pense que le public va apprendre. La cote d'après, man, écoute, c'est le sketch d'Étienne Marcoux, puis là, on est fendu en deux, puis il n'y a pas de bon sens, puis il était révérencieux, puis on est ailleurs. Mais ça, nous, quand on monte le show, moi, la veille, très techniquement, avec Sébastien, mon producteur, on s'échange des textos, puis on défriche des affaires, puis là, lui veille à l'équilibre de ça. Qu'on ait tout le temps cette courbe-là, qui fait que moi, ça fait longtemps que je fais de la télé et de la radio, puis quand je suis dans un poste de même, je dis, si on se zappe pas nous-mêmes, ils vont nous zapper maintenant. Les gens ont zéro patience. Fait que comment on peut se zapper? C'est en proposant, dans le format qu'on avait, ce qui a fait par extension qu'on mangeait tout le temps notre temps, puis on se battait. Lui, il est arrivé, notre directeur des programmes cette année, il a dit, regarde, on va avoir les mêmes 3 fibres d'ADN, mais on va se donner le temps de faire les choses. Puis on essaye de quoi? Parce qu'il y a une guerre en radio, il y a une espèce de volonté de conquête de l'auditoire de l'autre, puis qui se fait souvent par mimétisme. T'sais. Ah, j'ai que vu ça, moi. Que ça.
Puis là, moi, j'arrive, puis je dis, puis ça, c'est pas moi, là, c'est Jean-Sébastien qui nous met ça dans la tête il y a quelques années, puis il dit, moi, je rêve d'une radio hybride. J'ai comme, OK, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on a des tunes de temps en temps. Tu sais, Paul Arcand passera pas de tunes. Mais toi, tu vas en avoir parce que tu es dans une station top 40 le reste de la journée. Mais le matin, je veux quand même que tu sois capable de parler avec le ministre, un tel, si le cas se présente. On ne court pas après ça, mais on peut aller jusque-là dans nos extrêmes. Puis c'est assumé, puis c'est comme ça qu'on le fait depuis maintenant 8 ans. Mais cette année, plus que jamais. Parce que là, stratégiquement, on veut aller toucher un autre public un peu plus large, mais on garde la même affaire. Moi, je pense que ce que les gens aiment de notre show puis qui fait qu'on est là depuis 11 ans, je veux dire, c'est un gage de fidélité, c'est vraiment ces 3 fibres-là. On est drôle souvent, on est touchant souvent, puis on apprend souvent. Hey, on n'a pas tout le temps, on ne frappe pas pour 1000. Si on frappait pour 1000, je serais milliardaire. Je m'occuperais de la radio à travers le monde au complet. Je lui dirais, j'ai la recette, donnez-moi 100 000 par mois chaque. Puis vous allez tout faire de l'argent là, si vous m'achetez. Tu comprends? Ça marche pas de même. C'est un métier de moyenne qu'on fait. Puis des fois, ta moyenne, un joueur de baseball, une année, il va faire 375 de moyenne. Il va frapper 42 circuits, 130 points produits. L'année d'après, pour quelque raison que ce soit, c'est parce que c'est la vie, parce qu'on est en vie, parce que les gars lancent mieux contre lui, parce qu'il est blessé, parce que il est pas fin que ses enfants sont tannants. Il y a n'importe quoi, là, tu sais. C'est pas absolu, puis c'est la beauté de l'affaire aussi. On n'est pas dans des affaires immuables, puis c'est constamment en mouvement. Mais je te dirais que j'ai pas trippé autant que là. Ah oui? C'est le moment où j'ai le plus de fun. C'est vraiment... Après 11 ans? Après 11 ans, c'est probablement le moment où je fais, là, depuis une semaine, la radio la plus proche de moi. OK. Tu sais, si tu me dis, mettons... Notamment à cause du temps pour jaser. Ouais. Moi, éventuellement, j'aimerais éventuellement faire de la radio, talk radio plein. Oui. Je lance ça dans l'univers parce que je pourrais pas non plus être morning man tout le temps. C'est raide? C'est raide en temps. Je veux dire, moi, je me lève à 3h30. Yo. Tu restes où? J'étais à l'Assomption, j'étais à 35 minutes de la station porte-à-porte, pas de trafic le matin. Ça se fait super bien. Puis je te dirais que je suis content de faire cette distance-là parce que c'est un gap pour moi dans lequel je suis plus le papa à la maison, puis je suis pas encore l'animateur radio, puis je suis comme dans ma petite bulle, puis je commence déjà à préparer mon animation. Je sais ce qui s'en vient un peu dans le show, puis j'écoute des fois les actualités qui roulent à d'autres stations que je nommerai pas, mais je m'informe un peu en m'en allant aussi pour... Déjà, je suis dans le plan de match de la journée. Oui. Sauf que ça a ses exigences. Pour quelqu'un qui est en tournée. Ça fait 11 ans que je suis morning man, ça fait 9 ans et demi que je suis en tournée. Là. J'ai tout le temps été en tournée. Fait que ça, la combinaison des deux, je suis pas aussi intensément en tournée qu'il y a 20 ans, mais quand même. Comment tu fais? Ça me dépasse. Écoute, c'est parce que j'ai un don. Je peux dormir n'importe où, n'importe quand. Sérieux? Ouais. Wow. Moi, là, puis je me coucherai là à terre sur le tapis. Ouais. Puis dans 10 minutes max, je dors. Puis c'est pas parce que je suis fatigué, là. Je pourrais me lever demain matin de bonne heure. Puis tu me dirais, OK, Martin, viens dans mon bureau, couche-toi 10 minutes, je dors pareil. Je dors pas sur commande, mais pas loin. OK. Fait que ce qui fait que quand tu as besoin d'un power nap ou même de dormir, moi, c'est tout le temps 20 minutes ou 1h30, puis ou 3 heures. Quand j'arrive en novembre, puis qu'il fait noir à 4 heures l'après-midi, puis que je vois juste du noir, là, ben là, je vais dormir plus longtemps. Mais fait que tu te couches à quelle heure à peu près? Je me couche, quand j'ai rien, je me couche à 8h, 8h30, c'est vraiment plate. OK. Mais quand j'ai des shows, ben là, je vais manager mon temps de sommeil dans l'horaire. Je vais refuser de faire des podcasts, mettons, puis je vais dire, ben non, parce qu'il faut que je dorme, parce que j'ai un show demain soir. Fait que je m'économise une journée, je dors le plus possible la journée du show, puis le lendemain du show, j'ai rien généralement. Sinon, je donne un coup, mais je suis tout le temps en train de... En fait, ma vie est tributaire de mon repos, puis ça, je suis un peu tanné de ça. Ça devient taxant à un moment donné parce que ça taxe aussi ta famille. Mais est-ce que tu juges que tu vis fatigué? Non, moins pire que je pensais, honnêtement. Ah oui? En partie, oui, mais je pense que c'est dû à un autre phénomène qui s'appelle avoir 50 ans. Puis à un moment donné, moi, j'ai 25 ans, j'étais un dormeux dans la vie. Puis là, ma mère, dans le temps, ma mère a genre 35 ans, 36 ans plus que moi, tu sais, fait qu'elle a fait le calcul et elle dit « Ah, moi, je dors plus le soir. » Je dis « Qu'est-ce que tu dors plus? » Ben, elle dit « Quand on vieillit, on n'a plus besoin de dormir comme quand on est jeune. » Au point où, quand elle est décédée à 90 ans, je pense qu'elle dormait 2 heures par nuit, tu sais. 2 ou 3 heures, puis après ça, mais t'es correct, elle faisait une petite sieste dans le jour, puis mais OK. Mais à 90 ans, écoute bien, elle montait pas le Kilimanjaro, là, je veux dire. Je comprends, mais... Son terrain de jeu était grand comme la table. Moi, ma mère a 92, puis elle dort encore les mêmes heures. Elle dort encore d'écoute. Moi, j'ai besoin du même sommeil qu'avant. Ah, pas moi. Moi, je suis capable, plus qu'il y a 10 ans, de dormir plus longtemps, mettons 6-7 heures par nuit. Je peux le faire un bout, là. Ça, je peux le faire vraiment plus longtemps sans que je m'en sente vraiment comme avant. Mais c'est sûr que je peux pas te dire que ça fait rien, là. C'est taxant, là. Je veux dire, je suis à l'envers du monde. Socialement, c'est murder. J'ai des amis magnifiques parce que c'est la tournée
et la radio. Ça fait que si je vois mes amis, il faut qu'on brunch le dimanche midi. Sinon, Ouais. je suis en show le samedi soir. La même affaire avec ma blonde. À un moment donné, après 4 ans, moi, j'ai commencé à sortir avec ma blonde. Je commençais une tournée. J'ai tourné 4 ans. Quand on a fini, j'ai dit, écoute, t'es encore là? Elle fait comme oui. J'ai dit, tu sais que c'est exceptionnel que tu sois encore là. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Mais j'ai dit, chérie, en 4 ans, on n'a pas été 50 samedi soir ensemble. Ouais. Elle dit, de quoi tu parles? Ben, je dis, on est ensemble aux fêtes, mettons. Puis je dis, pas juste ça. C'est que quand je suis là le samedi soir, d'après toi, j'ai-tu le goût d'aller me crisser dans le monde? Je veux juste être en pyjama chez nous. Ben. Mais elle veut aller au resto, là. Fait que Ouais. là, c'est une vie de compromis. On meurt pas, là, tu comprends? Mais elle comprend ça aussi, mais on sacrifie des affaires. Des affaires auxquelles, je sais pas, je suis prêt à consentir encore longtemps. OK. Mais ceci dit, mon bonheur d'être là, un coup que t'es rendu là, puis de l'exercice de ça, c'est fou, là. La plus belle case horaire, c'est le matin. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé que c'était insupportable comme horaire. Parce il y en a très peu. les gens à qui c'est le plus fun de parler, Ouais. c'est le matin. Ouais. C'est comme... C'est ça, c'est l'image de Victor Hugo. Ouais. Ils viennent de se réveiller, C'est la sont première là, affaire que tu viens de faire. T'es là, t'es en... Puis Ouais. t'as une certaine importance. Les gens qui t'écoutent le matin, t'écoutent pas pour se changer les idées. Ils t'écoutent pour se faire une idée. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Quand ils reviennent le soir, ils veulent se changer les idées. Hey, c'était plate aujourd'hui, j'ai un job, je n'ai là. Ouais. Whatever ce que tu fais dans la vie, quand t'as fini ta journée, elle est finie, là. Puis tu veux pas entendre la même affaire. Fait qu'ils t'écoutent pour oublier. Mais là, ils veulent le matin. Hey, j'ai-tu manqué de quoi? Fait que nous, on a un peu ce défi-là qu'on se donne un peu plus largement. Mais je pense que je serais pas capable d'être morning man encore très longtemps. J'ai fait 11 ans, je referai pas 11 ans. Tu sais, ce que Paul Arcand a fait, il peut dormir tranquille, ça n'arrivera pas, là. Sauf que ce qu'il a fait, lui, par exemple, j'ai beaucoup d'admiration pour ça, puis d'envie, parce que il a quand même été du côté de l'information. C'est vraiment le vrai privilège le matin, de t'apprendre la dernière affaire, de t'apprendre. Tu sais, dans le jour, l'actualité évolue, dans le jour où on la voit. Je t'apprendrai rien entre 2 heures de l'après-midi puis 4 heures dans le drive. Tu l'as vu sur ton cellulaire. Ouais. Mais quand tu te réveilles le matin, puis que je suis le premier à te dire qu'à minuit et demi hier soir, il y a un silo qui s'est écroulé dans le port de Montréal, là, tu sais comme, oh, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Ou moi, je me souviendrai tout le temps, le lendemain de... Je suis en onde le lendemain de la tuerie de Métropolis, tu sais, du shooting à Métropolis, puis c'est dans ce temps-là, j'étais avec Pierre Pagé dans le temps à Énergie, le matin de Kimvergill, Chris, au Collège Dawson, man, c'est ça, dans ce temps-là, la radio prend une ampleur, puis une vérité, puis écoute, tout ce que t'as imaginé, c'est rock, et là, man, c'est l'instinct, ça. Une chance que ça arrive pas souvent, parce que je pense qu'on en mourrait, mais quand ça arrive, je suis égoïste parce que c'est des tragédies qui drivent ça, Ouais. mais il n'y a rien qui te sollicite plus que ça. Fait que t'as un ADN de gars d'info aussi. Moi, j'ai voulu être journaliste aussi à un moment donné dans ma vie. Entre Yvon Deschamps, quand j'étais petit, ses chaises, j'ai demandé, moi, en fait, je m'étais inscrit en communication à l'UQAM, puis ils m'ont dit non. OK. S'ils me disent oui, je suis probablement journaliste à ce moment-là. J'ai un intérêt pour la politique. Moi, j'ai étudié en sciences politiques Ouais, c'est aussi. ça, c'est ça, Politique internationale. J'avais des profs hyper tripants à Trois-Rivières au cégep, au collège La Flèche, qui m'ont vraiment donné le goût. Puis, je suis à une époque, tu l'as connu, la perestroïka, la chute du mur de Berlin. Écoute, c'est un monde qui s'écroulait. La politique, à ce moment-là, je me souviens pas qu'elle était aussi en effervescence que là. Parce qu'on savait pas qu'est-ce qui arriverait après. On fait, hein? Il y avait comme une libération, le rideau de fer qui tombe, la guerre froide qui arrête. Moi, je suis en train de me former comme adulte là-dedans, là, tu sais. C'est ça que je parlais avec mes profs au cégep, là. C'était fou, là. Ouais. Voyons, puis c'était de la politique fiction, man, puis on se trompait toutes, mais, tu sais, on imaginait... fait que ça, c'est pour ça, je pense que j'étais juste avec mon époque, en fait, beaucoup, tu sais. C'était ça, l'affaire, la grosse affaire. Moi, je me souviens, je suis au collège, j'ai un prof de philo, il dit, on va signer une pétition pour un auteur tchèque. Il s'appelle Václav Havel. Il est emprisonné, c'est un prisonnier politique dans son pays, puis avec Amnesty, on met notre nom. Et moi, je mets mon nom en bas de cette liste-là. Le mur de Berlin tombe, puis le rideau de fer tombe, puis il devient président de la République tchèque. Ça va, man? J'avais l'impression que c'était un peu de ma faute. Mais te dire comment... Jamais j'aurais été impliqué avec un président tchécoslovaque autrement qu'à cette période-là. Ouais, ouais. S'il n'est pas en prison, je signe rien. Ben non. Mon prof m'en parle pas. On n'est pas dans cette ébullition-là. Puis la musique, le vent de Wind of Change, Christy, c'est Scorpions, là, cette tune-là, c'était pas un hasard. Là. C'était porteur d'un paquet d'affaires, tu sais, de cette époque-là. Fait que tu pouvais pas faire autrement que... C'est soit que tu t'en sacrais complètement puis tu vas t'en sacrer toute ta vie. Puis moi, j'avais un père qui était un ouvrier, qui était un manuel, mais qui était cultivé, très cultivé, curieux. OK. Un lecteur? Un lecteur, un avide lecteur toute sa vie durant. Puis les informations, c'était, on parle pas, on écoute les nouvelles.
Fait que, tu sais, j'ai été baigné, moi, les nouvelles à 6 heures, ben, pas 6 heures, mais c'était un peu plus tard, nous autres, parce qu'on rentrait de faire le train, là, mais les nouvelles, le midi, on écoutait les nouvelles quand on dînait, puis on parlait pas, puis la télé jouait dans le fond de la maison, tu sais. OK. Puis ma mère est une ancienne prof, fait que nous, quand on a su lire, moi, j'ai lu toute ma vie, tu sais. Encore aujourd'hui? Encore moins, beaucoup moins que j'aimerais, parce que les Ton écrans... horaire, c'est tough. Mon horaire, puis les écrans nous tuent, man. Dans quel sens? Ben, dans le sens qu'on passe notre temps à lire là-dessus, tu sais. Ah, je comprends. Moi, je me suis fait une espèce de fil Twitter, qui est un fil de presse, puis... Fait qu'à la fin de la journée, j'ai lu autant qu'avant, mais pas de la même façon qu'avant. Non, c'est sûr. Le Moi non plus, je l'ai plus lu. livre me manque beaucoup. J'aimais cet exercice-là, là, mais c'est ça. C'est de là que je viens, cette curiosité-là. Fait que moi, ultimement, la radio, ouais, je te bien un instinct de journaliste. Pas un instinct de journaliste, mais une curiosité, très certainement. Fait que moi, une radio parlée avec des gens intelligents autour de moi, man, ça me fait capoter. Là. Le monde intelligent m'impressionne. Le monde bon dans leur affaire, moi, ça me fait triper. Je suis pas jaloux de ça. Moi, je vénère ça, tu sais. Mais t'es le seul actuellement en radio qui a un casting où tu pourrais switcher du musical au parler. Peut-être. Écoute, je sais pas si... en fait, ce que je vis présentement avec mon nouveau pacing, moi, secrètement, je me fais un peu un test avec ça. Ah oui, hein? Ben oui, je fais comme si je suis capable de faire une cote de 12 minutes, man, je suis capable de faire n'importe quelle radio. Tu sais, j'ai juste pas fait ça jamais, tu sais. Là, ça fait 4 jours que je le fais, je pense que je suis capable. Ben, je veux dire, c'est quasiment rire du monde, là. Non, mais tu m'entends parler depuis tantôt, tu as posé 3 questions à date, Marc. Oui, c'est ça, exact. Ça fait 1h38 qu'on se parle, mais je suis une grande... Moi, j'arrête pas, là. Non, mais c'est parce que tu es aux prises aussi avec un... C'est ça. C'est que vous avez un carcan, vous autres, de minutage, que moi, ça fait 10 ans que ça n'existe plus Ça n'existe plus dans ta tête. C'est-à-dire qu'il y en a un, mais... Ouais. Pouf, 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 tout à coup, 3 minutes, on coupera là-bas, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est très payant, pour être honnête. Je pense vraiment qu'il y a... Je pense aussi. Dans la radio musicale montréalaise notamment, il y a vraiment un carcan basé beaucoup sur eux autres. Il faut, tu sais, il y a le mimétisme, je t'enlève le mot. Puis pas juste exactement ça. Il y a le mimétisme, mais pas juste ça. Je trouve que, puis là, écoute, ben mes boss ne m'aimeront pas nécessairement, mais je fais un peu un show hybride présentement. C'est parce que j'ai eu une discussion avant de m'en venir ici avec mon directeur de programmation, de station. Puis j'ai dit, tu sais, Marc, j'ai dit, la personne qui va écouter de la musique aujourd'hui, il attend plus après nous autres. Zéro. Puis j'ai dit, quand toi, tu joues ta même tune 2 fois en dedans de 3 heures, pourquoi tu faisais ça dans le temps? Parce que je pouvais pas y avoir accès nulle part ailleurs. Je pouvais aller l'acheter au magasin, mais quand November Rain est sorti en 92, si je l'entendais pas assez quoi, ou que j'avais pas le CD, c'était terminé. Là, je pouvais pas l'avoir nulle part au bout d'un bouton. Fait que quand elle jouait, elle me fâchait jamais. Parce que je ne l'avais pas dans ma playlist. Mais aujourd'hui, l'affaire que tu breaks à la radio, ça fait 6 mois qu'ils l'ont dans leur playlist. 3 mois, 4 mois. Ils découvrent la musique en même temps que toi, à la même place maintenant. Fait que tu n'as plus cet effet de surprise-là. Fait que je dis, quand tu roules une toune ad vitam aeternam, moi, je pense que c'est basé sur des modèles de pensée dépassés maintenant. Puis tu vas juste écœurer la clientèle fidèle qui est là, ce qu'on appelle des P1 en radio, là. Puis je devrais peut-être pas te dire ça, mais c'est une conversation très technique que j'ai eu avec mon boss un matin, là, avant de m'en venir ici tantôt, là. Puis j'ai dit, il dit, OK, mais je suis un passionné, là, je sais pas si t'as remarqué, mais fait que lui, il dit, non, j'aime ça quand tu me challenges, puis tout ça. J'ai dit, écoute, c'est comme quelqu'un qui arrive puis qui dit, moi, je joue pas de classique, mettons. Tu sais, je dis, moi, je pense qu'une toune de U2 te fera jamais mal, la bonne toune dans le bon moment, pas 176 tounes de U2, mais ça fait partie d'un univers musical construit dans l'esprit des gens du Québec. Fait que tu vas mettre une toune de Plume aussi. Ben non, on peut pas jouer Plume. Pourquoi tu peux pas jouer Plume? On connaît toutes les paroles de toutes les tounes de Plume. On a toutes, au moins 6 tounes de Plume qu'on connaît les paroles par cœur. Tous les Québécois de 22 ans à 75 ans, tu sais. Je dis, pourquoi tu peux pas jouer une toune de Plume? Parce que tu penses que tu peux pas. Mais la vraie affaire, fait que la diversité de ce que tu fais, c'est comme arriver et dire, je vais ouvrir un dépanneur, mais il n'y aura pas de Bubble Yum puis de Bababa. Pourquoi? Ben, c'est pas de la bonne gomme, c'est de la gomme d'une autre époque, pour vrai, mais il y a encore du monde qui l'achète. C'est clair. Puis pourquoi tu boudes ce plaisir-là? Je veux dire, les légendes urbaines... Les légendes urbaines dans les médias sont légion. Ouais. Une autre, c'est de penser qu'il y a quelqu'un qui a écouté à 8 heures, puis qui va réécouter à midi, puis qui va être là aussi très assidu à 4 heures l'après-midi. Tu sais. Ouais, moi, j'ai vu des combats à l'interne ouais. entre animateurs en disant « Ah, je l'ai booké en premier, cet invité-là. » Non, mais je veux dire, tu l'invites pour midi et demi, puis toi, tu passes à 4 heures. Ben, je veux dire, s'il veut revenir, il revient. Écoute, c'est comme, mon Dieu, non! Puis Marc, tu l'as vu, on est témoin de la vieille façon, puis on commence à voir la nouvelle façon. On commence tranquillement à voir ces codes-là qui se fractionnent forcément sur la technologie, sur les podcasts, sur le numérique, sur les plateformes, sur... Quand j'ai commencé à faire des shows, là, ma compétition, moi, c'était d'autres shows.
Maintenant, ma compétition, c'est les Sea-Doo qu'il n'y avait pas en 92, c'est les casinos qu'il n'y avait pas en 92, c'est la multiplication des montagnes de ski. Le dollar loisir, pour moi, là, il a inventé 76 compétiteurs qui n'étaient pas là il y a 30 ans. À radio, la même affaire. Pareil. Les médias, la même affaire. Puis, si tu t'adaptes pas, si tu prends pas acte de ça, t'es voué à la disparition. La radio est probablement celui qui a perduré le plus longtemps dans sa forme originale, mais eux, comme le reste, ont plus le choix maintenant, puis on le sent à l'interne. Moi, je te le dis qu'il y a des grands questionnements, puis il y a des grands chamboulements qui s'en viennent, parce que la discussion, le partage, des podcasts, ils vont se lancer là-dedans, et c'est déjà ça. Radio-Canada le fait admirablement, puis il y en a d'autres, mais c'est en train de muter, de se morceler, puis la technologie fait que autant le Titelin dans son sous-sol peut faire un album, comme Jimi Hendrix faisait en 67, avec les moyens de l'époque, il fait la même affaire. Oui. Aujourd'hui, ça lui a coûté 6 000 $, s'il est bien équipé, puis à 2 000, il est capable de le faire aussi. Tu sais, pour vrai. Avant, c'était 200 000 $. Avant, c'était 200 000 $, puis personne n'avait le 200 000 $, fait qu'on allait louer, tu comprends? Fait que la démocratisation par la technologie, on y échappe pas. Ça veut pas dire qu'on peut pas être drôle, touchant, puis informatif. Puis si tu le fais, moi, Christian Tétrault, qui est un vieux de la vieille de la radio, m'avait dit, Martin, il y a une affaire que tu n'as pas le droit de faire. Être plate. Tu n'as pas le droit d'être inintéressant. Non, mais l'ironie de tout ça, c'est que les 3 directions de l'émission que tu me parles, répète-le pour qu'on soit bien sûr. Drôle, Ouais. apprendre, Ouais. toucher. OK. Tu penses-tu vraiment qu'il y a une personne qui nous écoute aujourd'hui qui vit pas ça dans la même journée? Tu crois-tu qu'il y a des gens qui, Non. en 24 heures, ne font que s'informer? Eux autres, ils rient pas. Non. Bon. Ça fait que tu décris quelque chose qui est une personne, mais qu'on a décidé de segmenter. Absolument. Tu comprends? Absolument. C'est un non-sens. T'es supposé dire, là, je suis drôle, là, je m'informe, là, je suis curieux, là, je suis fâché. Hey, j'ai déjà dit à un directeur des programmes, vous compartimentez la radio comme si vous étiez à Los Angeles ou à New York. À New York, une station de radio peut viser 1,5 million de personnes en faisant Archi un rentable. style avec Oui. 150 tunes, puis un type de jock, puis une affaire, puis une Oui. texture. Puis il va pogner 1,5 million, mais il en reste encore 15 millions autour de lui qui n'a Ouais. pas touché. Mais Ouais. c'est correct. Ben oui. Mais si tu fais la même affaire à Montréal, c'est pas vrai que tu vas toucher 1,5 million. Parce que c'est ça qu'on a. Il y a ça sur l'île, 1,5 million. C'est ça. Tu n'y arriveras pas, man. En faisant ça, tu vas te compartimenter dans un plus grand ensemble qui ne te permettra pas d'en vivre. Ça ne te donne rien de faire ça. Laisse ton comptoir de bonbons là. Laisse ta pinte de lait dans le fond. Puis mets un vignier, même si c'est dégueulasse, il y en a qui vont en prendre du vignier. Puis c'est pas... Tu n'ouvres pas un dépanneur pour tes goûts personnels, tu ouvres un dépanneur pour dépanner. Mais quand tu fais une radio, t'es un dépanneur, man. T'es vraiment un dépanneur. Si tu refuses de jouer le rôle du dépanneur, tu dis non, moi ici, c'est que de la gomme biodégradable, Ouais, c'est puis il y a que du magret de canard dans le frigidaire, je te jure, tu vendras rien, man. Parce que moi, je reviens, je fais une fois qu'il y a une pinte de lait, il n'y a pas de pinte de lait, fuck off ton dépanneur, tu comprends? Fait que arrête de te snobiser dans l'affaire, puis de te compartimenter surtout. Il y a comme une efficacité qui rassure parce que ton mode de gestion, c'est ça, il y a peu de prise de risque, on est dans une espèce de... Mais pour vrai, si tes cheveux sont trop placés puis qu'ils bougent jamais, ça veut dire aussi que c'est parce que tu bouges pas vraiment, tu sais. Il faut que tu sois dépeigné à un moment donné. Mais il y a cet aspect-là économique, 100% d'accord. Ouais. Mais il y a aussi le ton sur lequel tu dis le contenu. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai passé ma vie, puis je le fais encore, puis ça marche. Puis c'est un exemple ici. J'ai passé ma vie à dire, c'est pas parce que le sujet est sérieux qu'il faut que le ton soit sérieux. Non, t'as raison. Tu peux entièrement déconner avec des sujets sérieux, etc. Ce qu'on reproche des fois, mais moi, je m'insurge littéralement. Le contre ça. contraire, Tout le monde en parle, le contraire est même un effet comique. si on veut. Pas vrai. Si le sujet n'est pas sérieux, puis tu le dis Exactement. très, très, très Bon, sérieusement, voilà. fait que Ben, tu vois que c'est comme, c'est ça. ben, ça c'est clash. juste un effet, Oui. c'est juste un Bon, effet. ben, tu comprends. l'inverse. Mais l'effet peut être utile. Oui. Mais moi, je considère que tu peux informer des gens, tu peux avoir des chroniques d'opinion, tu peux avoir un journaliste très axé sur les faits. Il n'est pas obligé d'avoir un bel dans le cul. C'est pas C'est nécessaire. clair. Puis pas juste ça, c'est que si, quand tu passes une information, tu es persuadé qu'il y a juste toi qui as l'information, tu la dis pas de la même façon que moi, quand je relate quelque chose. Un matin, j'ai parlé de Périgogine, le gars de Wagner qui s'est fait assassiner. Puis écoute, je fais un bref compte-rendu, parce que c'est pas mon ami, mais mettons, fait que je me suis un peu instruit dessus. Mais quand j'en ai parlé, j'avais pas un ton qui te faisait sentir que t'es vraiment un petit con si tu sais pas de quoi je parle. Tu comprends? Pas tout. Puis j'étais pas pédant dans l'affaire. Mais on revient à ce qu'on disait tantôt, la vérité, le dénuement. Le dénuement, c'est... Einstein l'a dit, c'est quoi le génie? Le génie, c'est la simplicité. Le génie, c'est E égale MC2. En arrière de ça, il y a 16 tableaux, là. Ouais. Mais non, E égale MC2.
L'énergie est égale à la matière, la vitesse au carré. Ça, tout le monde peut comprendre ça. Mais en arrière de ça, il y a 30 ans de travail, tu comprends? Ça, exact. Puis 500 ans de physique. Ben, c'est quoi tes phrases que tu préfères, tu sais, les adages que tu préfères? Comme moi, une que je préfère de toutes, c'est quand deux associés sont toujours d'accord, c'est qu'il y en a un de trop. Ouais. Bon, mais trouves-tu ça compliqué? Je ferais pas du Dominique et Martin. Je suis capable de faire du Martin Cloutier tout seul. c'est ça, c'est la même affaire. Oui. Je dis c'est un autre ton, mais Ouais. les phrases. Non, mais c'est un exemple. On Ouais. va dire que moi, j'en reviens pas à quel point tout ce qui me marque dans la vie est d'une simplicité désarmante. Ah ouais. Il y a des films là, que j'ai vus juste 30 fois. Ouais. Puis si je te le raconte, ça me prend 45... Non. Les ponts de Madison, les ponts de Bridges of Madison County de Clint Eastwood. OK? C'est... dans les années 50, une femme, son mari et ses 2 enfants s'en vont pendant 4 jours à une foire agricole. Puis là, il y a un photographe qui demande son chemin. Il tombe en amour, puis 4 jours après, elle se demande, je pars-tu avec? J'en rajouterai pas plus. C'est juste ça. Puis Ouais. c'est fascinant. Mais c'est parce que c'est porteur d'une expérience de vie. C'est la sagesse aussi qui se cristallise dans une phrase, tu sais. Puis moi, à un moment donné, puis écoute, là, je vais être très ésotérique, c'est Paulo Coelho, dans le temps, le fameux livre hyper vendu, L'Alchimiste. Quoi donc? L'Alchimiste. Quand j'ai lu L'Alchimiste, j'ai dû lire L'Alchimiste, je pense, à 5 moments dans ma vie. Ah. À un moment dans ma vie où j'avais rien, j'étais dans le dénuement, puis il y a quelqu'un qui me parle de ce livre-là, puis il dit, écoute, lis ça, parce que ça va t'aider à comprendre. Puis là-dedans, il y a 2 ou 3 phrases. Il y en a une, entre autres, que c'est devenu mon guideline. C'est devenu la magie que je te disais. C'est devenu... En fait, il y en avait 2, mais la première, l'univers, quand tu désires vraiment quelque chose, l'univers en entier conspire à te le faire réaliser. Si tu veux vraiment pour vrai quelque chose, ouais. ben, tu vas te lever à 5 heures le matin, ça va être la première affaire que tu vas faire. Quand tu veux vraiment faire ça, tu as un show un an après. Ça, quand j'ai appliqué, c'est la première fois que j'appliquais ça. Quand tu désires vraiment quelque chose, l'univers en entier, aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais, ben c'est si ça, tu fais aucun geste vers ça, ça t'arrivera pas. Et l'autre phrase là-dedans, c'est attention à ce que tu souhaites parce que ça va t'arriver. Puis là, ça c'est vrai parce qu'il y en a plein des fois qui souhaitent à l'envers, tu sais, dans la vie. Puis comment se fait ça va mal? Mais parce que t'arrêtes pas de dire que ça va mal. Tu sais, t'arrêtes pas de... Fait moi, ce que je me suis rendu compte dans la vie, c'est la puissance des mots dans la construction de ce qu'on est. Je suis pas en train de te dire que si tu dis quelque chose, ça va t'arriver le lendemain. Non, c'est pas une équation. C'est une tendance, puis mais c'est Absolument. un guideline. C'est Oui, vraiment oui. un guideline. Puis un coup que tu l'as éprouvé une fois, il y a une espèce... Ça devient grisant, puis ça devient aussi rassurant dans ta vie. Moi, dans mon cheminement, à un moment donné, j'ai éliminé beaucoup d'anxiété parce qu'à un moment donné, ma gérante avait comme « Ouais, là, écoute, on est entre 2 affaires, puis tout ça. » Puis j'ai dit « Moi, j'ai fait la trail une fois, on va la refaire 150 fois s'il faut. Ouais. Puis je sais comment la faire, je sais comment rentrer dedans, puis je sais comment ça va se passer quand on va être dedans. Puis je sais pas ce qui va arriver au bout, mais je sais qu'il va arriver de quoi au bout. Tu sais. Mais c'est... Puis l'autre affaire, moi, je crois vraiment au travail d'équipe et à l'implication, puis je crois vraiment à la collégialité dans la vie. Fait que moi, la radio, je fais ça depuis 11 ans, puis j'espère le faire encore de nombreuses années. Comme je te dis, j'ai juste un doute sur le matin, mais quand on est là-dedans, moi, j'ai des affaires, c'est de base. J'ai dit, on est en élection. Je dis ça à mon équipe tout le temps. Un auditeur qui rentre en onde avec nous au téléphone, c'est l'affaire la plus importante de ta journée. Tu lui dis bonjour, puis tu lui dis bonne journée à la fin, puis tu parleras après qu'il sera parti, comme un invité dans ta maison. Puis je dis, quand tu es en élection, tu serres des mains, on salue les auditeurs, on lance des petites grenades dans leur vie, dans leur quotidien, quand on leur parle à eux autres. Je dis, pour créer de l'attraction puis de l'adhésion, il faut que les gens sentent que tu es avec eux autres. Quand j'ai commencé à faire de la radio, je dis à Joanne Cloutier, j'ai dit, écoute, elle dit là, je vais parler à ton gérant pour ton contrat. C'est vraiment, je viens de dire que ça me tente. T'sais. Je dis, ben oui, OK, parfait. J'ai dit, je vais juste te demander une chose. Elle dit, oui, quoi? Je veux faire 44 semaines. Avec un. Qu'est-ce que je veux faire 44 semaines? Un anchor dans une radio top 40, il essaye de faire 35. T'sais. 40, là, c'est, hey my God. Sinon, on est à 38. T'sais. Je dis, non, je veux faire 44 semaines. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, je vais commencer au mois de juin. À la fin du mois de juin, je vais prendre 2 semaines. Je vais revenir au début de juillet. Je vais faire 2 semaines de radio. Puis au milieu du mois de juillet, je vais revenir à la mi-août après ça avec mon équipe. Je vais prendre un mois là. Elle a dit, pourquoi tu veux faire de la radio là? J'ai dit, parce que je suis sur le bord d'exiger des gens qui soient là. Quand je vais être là, je veux qu'ils sachent que je vais être là quand ils sont là. Je ne lui demanderai pas quelque chose que je ne lui donnerai pas. Ouais. Puis là, elle a fait comme, OK. Puis écoute, les 3 premières saisons, j'ai fait ça, mais il y a des auditeurs qui me l'ont dit. Oui. À un moment donné, écoute, c'est tough à jongler puis tout. Puis à un moment donné, Jean-Sébastien dit, c'est bon aussi que tu te tasses pour toi puis pour eux autres. Quand tu reviens, écoute, j'ai été challengé, mais les 3 années, moi, j'ai fait ça. C'était mon pattern de vacances l'été. OK. Je partais 1 mois et demi.
Je faisais 44 semaines. Ouais. Je passais pour un fou, mais 3 ans après, on était numéro 1 dans les radios musicales. Puis on était 4e quand je suis arrivé. T'sais. Quand même. On avait 4,3 parts de marché. Puis 3 ans après, j'étais à 14 parts de marché. Aïe aïe. Puis tout le monde était très content. Puis bouger un show du matin, ça prend du stock, là. Ouais. Fait que le bouger un show du matin, si tu veux que ça bouge, faut que tu sois studieux, faut que tu sois vaillant, puis tu donneras jamais... Tu peux pas exiger des gens qui te donnent ce que tu leur donnes pas. Fait que tout ça est un échange depuis le début, là. Tout ça est quand je me casse le bicycle pour écrire un gag, le meilleur gag possible, puis que je fais cet exercice-là sans tricher. Puis ceux qu'on a le plus écrit, puis qu'on est allé le plus loin dans nos affaires, puis le plus impliqué, ça a été invariablement nos tournées qui ont le plus marché, tu sais. C'est un lien direct. C'est un lien direct. C'est cause à effet immédiat tout le temps. Tout le temps. Après ça prend-tu la forme finale que tu penses que ça prendra au début? Rarement, parce que, hey, mon Dieu, j'aurais pas pensé que ça ferait ça, tu sais. Ouais. Mais à un moment donné, ça, je m'en sors pas. Ça me ramène encore à... Je suis un ouvrier vraiment, moi, dans ce métier-là. T'sais, moi, je vois encore mon père dans le garage quand il me montre à travailler, puis qu'il là, il me montre à choisir un bout de bois parce qu'il a fini, il faisait de l'ébénisterie, tu sais. Puis j'ai jamais vu quelqu'un prendre un bout de bois avec autant d'attention, de passion, de concentration, de... Voyons, OK, c'est un 2 par 2, là, puis on va le laminer avec lui, puis on va faire... OK, relax, tu sais, mais en même temps, je faisais des boutades. Mais en même temps, si t'étais que travaillant, ben tu serais juste pas drôle. Je serais juste pas drôle. Ah, non, mais c'est comme, tu reviens souvent là-dessus, mais il reste que c'est... si on te déplace ou on t'écoute, c'est pas à cause du talent. Marc, j'ai vu probablement, dans le parcours de ma carrière, probablement une quinzaine d'humoristes, sinon 20, qui étaient nettement plus drôles que moi. Vraiment, là, mais pas un peu plus drôles que moi. Plus créatif, plus imaginatif, plus drôle, brut, là, tu sais, le talent brut, là, j'en ai vu probablement 20, facile, puis tu sais de qui je parle, il y en a toi aussi qui te popent dans la tête. Il y a une affaire que j'ai faite qu'eux autres n'ont pas faite, par exemple. Ils n'ont pas travaillé. Oui, mais je reviens avec les auditeurs qui t'écoutent, puis le monde ça qui prend un achète talent, l'étiquette, ils s'en vont pas voir un gars travaillant. Ça prend un talent, c'est certain, mais je suis en train de te dire que je ne suis pas le meilleur talent non plus, mais Gretzky était Gretzky, pourquoi, d'après toi? Ben, il y avait un grand talent. Non. Oui, mais non. Si tu parles d'un gars qui a joué avec Gretzky, moi j'ai eu ce bonheur-là dans la vie, j'ai parlé un moment avec, de Québec, comment il s'appelait, j'oublie son nom parce que je vais en parler, là. Marc Fortier. Oui. Il a joué à Los Angeles au début des années 90 avec Wayne Gretzky. Puis là, j'ai dit ça, hey, ça doit être de quoi, tu sais, Gretzky qui est... Fait qu'on m'a dit, ouais, il dit, écoute, il y a du talent, j'ai jamais vu ça. Il dit, il y a du talent, j'ai jamais vu ça. Mais il dit, l'affaire aussi que j'ai jamais vu quelqu'un s'entraîner autant que lui. Je dis, pour vrai, il est gros de même. Il dit, non. Il dit, on arrive à la pratique, ça fait 1 heure qu'il est sans glace. Puis quand on part de la pratique, il sort dans le locker avec nous autres, il change son chandail, ses épaulettes, puis il retourne sur la glace pendant encore 1 heure. Je me dis, voyons donc, tu sais, Gretzky, calvaire. Il dit, non. Il travaille nettement plus que tout le monde. Émile Zatopek. Fait que oui, j'ai un talent. Je peux pas dire que j'ai pas de talent. C'est parce que si t'avais pas le talent requis, non, je serais pas là. J'aurais pas... tu serais un gros travaillant. Je serais un gros travaillant, mais... On ferait comme bravo. Mais... Non, mais je suis désolé. Peut-être que tu as de la misère à le prendre. Mais la réalité, c'est que si tu as la carrière que tu as, avec tout ce que tu as décrit... Ouais, t'as raison. Mais que tu étais un grand travaillant, mais que le talent est pas là, c'est sûr. C'est sûr, mais je suis déjà le comique de ma gang, tu comprends-tu? Je sais que je fais rire, tu sais, je sais que j'ai cette aptitude-là. Moi, ce que je te dis, Marc, je le prends de l'autre bord. C'est que si tu travailles pas, ça t'arrivera pas. Je suis pas contre ça, mais regarde, le talent, c'est comme les douanes. Si tu dis, je fais un voyage en Floride, là, le hot de ton voyage, c'est pas les douanes, hein? Mais si tu passes pas les douanes, tu te rends pas en Floride. Bon, moi, j'appelle ça le talent. OK. Tu comprends? Ça fait que tu l'as. Mais tu as tendance à parler toujours que tu travailles. Je fais juste te dire que si tu étais juste un travaillant, je t'aurais pas invité, je ne saurais pas t'es qui. Désolé. Ouais, peut-être, mais... Non, mais c'est parce qu'il y a du monde, beaucoup qui nous écoutent, des jeunes, entre autres, je le sais, là. Puis qu'eux autres, ils vont se dire, elle m'a travaillé plus fort, donc c'est réglé. C'est mon manque d'estime de moi, c'est l'absence d'estime de moi, probablement, qui te répond à ce moment-là, Marc, pour vrai. Dans le fin fond de moi, je sais que... puis je vais hésiter à appeler ça talent, mais je sais que j'ai le talent pour faire rire les gens, là, tu comprends-tu? Je sais que j'ai ce talent-là parce que je pourrais écrire aussi de la poésie. Je pourrais, quand je m'installe fiévreusement, mon Dieu, c'est des vers que j'écris. Oui. Puis je sais pas pourquoi. Ouais. Je peux pas t'expliquer. Puis 12 heures par jour. 12 heures, mettons 1h30 tous les matins, mais à la fin, je ferai un livre, à un moment donné, une fois de temps en temps, puis tu sais, il y aurait des recueils. Beaucoup? Pas nécessairement, mais
Pas nécessairement, sauf que j'en écrirais beaucoup, par exemple. Oui. Puis moi le vendre mon affaire, c'est pas ma job, là. Il y a quelqu'un qui me vend, là. Il y a quelqu'un qui est un gérant, une gérante, qui s'occupe de ça, là, qui le fait admirablement bien. Mais le fond de ma job, moi, c'est pas de, mon Dieu, faire du cash. C'est pas ça ma job. C'est de livrer du contenu. Oui, mais tu peux pas livrer tous les contenus. Non, Ben voilà. La poésie, je suis pas mal sûr que t'en vendrais pas tant. pas tant. Bon, mais de l'humour, ça marche. Ouais. Donc, t'as le talent pour Oui, ça. ça, Dominique c'est a le clair. talent pour ça. C'est clair que, mais je peux pas t'expliquer pourquoi j'écris des Puis ce gags. talent-là, mais non, mais je veux pas passer C'est pour talent. le gars, genre, t'as pas de talent, reste chez vous. Je trouve ça épouvantable. Moi, j'ai passé ma vie à encourager des gens, je vais continuer. Ouais. Moi, quelqu'un qui a un projet, je suis là pour l'aider. Mais il reste que dans ton discours, tu reviens beaucoup avec un discours de menuisier. Ouais. Mais tu travailles pas en menuiserie. Je travaille en artisan quand même. Voilà. Oui, en artisan, mais c'est Il y a de... artiste dedans, là. Voilà. Il y a artiste dedans, mais pour moi, c'est indissociable, comme je te dis. Peut-être. J'ai jamais été la saveur du mois, j'ai jamais été l'affaire. Je l'ai peut-être été, puis ça n'a pas duré longtemps. Je pense qu'on l'est tout. À un moment donné, tu sais, en 2000, quand on a sorti notre premier show, 99, il y a probablement dans le bout de l'écuyer que là, hey, mon Dieu, c'est quoi la nouvelle affaire? Mais selon moi, rendu au mois d'août, l'écuyer c'était en mars, rendu au mois d'août, on était déjà plus là, il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait, puis qui prenait cette place-là, puis peut-être que ça a duré plus longtemps. Nous, on n'a jamais eu ce sentiment-là, Dominique et moi. On a toujours su qu'on faisait rire. Puis j'embarquais sur des stages, dans des bars, puis tout ça, puis dans nos milieux respectifs avant d'aller à l'école de l'humour. Mais le message que je passe, c'est si j'ai pas de rigueur dans la vie, pour vrai, je sais pertinemment que tu me verrais. Je serais pas ici non plus. Ouais. Tu dirais, le gars le plus drôle de Louisville, mettons, de ma cohorte, puis peut-être de l'histoire de Louisville, tu l'aurais jamais rencontré. Parce qu'il n'a pas travaillé, parce que son père n'a pas montré ça, parce qu'il n'était pas le 6e de 9, puis qu'il n'était pas non plus le gars avec l'esprit, pas l'esprit, mais le cerveau qui conçoit qu'il n'y a pas d'estime de lui, tu sais. Mais encore là, je te dis pas, je suis pas en train de me fouetter, c'est juste ça, tu sais. Mais non, mais je voulais préciser ce truc-là. On C'est dirait qu'on intéressant. s'ostine. Ben oui. Je te le dis que Mais t'es ça bon. fait partie. Ouais, habituellement, ça serait plus un peu l'inverse. Écoute, j'ai de la misère à mesurer. J'ai de la misère à mesurer la part de talent dans ce que je fais. Puis c'est drôle parce que ma gérante, la semaine passée, quand je suis sorti du gala, puis j'ai fait comme... C'était ça, elle a fait comme... C'était ça, mais hein. Elle dit, sais-tu quoi, Martin? Elle dit quoi? Elle dit, vous êtes bon en tabarnak. Puis là, j'ai fait comme, ah oui, hein? Je fais comme, ouais, non, c'est vrai, ah oui, mais il faut... Ça fait 30 ans que je fais ça. Ouais. Ma gérante me l'a dit il y a 2 semaines. Ouais. J'avais un doute après 14 standings, tu sais. C'est un peu ça que je voulais souligner. Ah, je le sais. T'aurais dû être mon gérant il y a 30 ans, mettons, il y a 28 ans. Je veux plus rien savoir. As-tu un mot de la fin, Martin? As-tu un mot de la fin? J'ai pas vraiment de mot de la fin parce que ça a l'air péremptoire, mais pour vrai, la seule affaire que je souhaite aux gens, c'est de trouver la petite flamme qu'il y a en dedans de nous autres. Là. J'ai évoqué ça tantôt, là, mais cette petite flamme-là que j'ai protégée, qu'il y en a qui l'ont dénigrée, il y en a qui ont dit tu feras jamais ça, il y en a d'autres aussi qui ont dit waouh, c'est bien hot ça. Je vous souhaite juste de la trouver si vous ne l'avez pas trouvée. Puis il y en a que ça leur arrive à 60 ans, il y en a que ça leur arrive à 12 ans, il y en a que ça leur arrive peu importe l'âge. Ouais. Je pense que ça t'arrive à chaque fois quand tu l'acceptes. Je vous demande de l'accepter. Je vous souhaite de l'accepter, en fait, puis de la trouver parce que ça drive votre vie après, là. Quand tu décides de marcher à la lumière, de la lumière que tu dégages, ben là, ton destin est changé complètement. Je serais probablement un farmer encore aujourd'hui. Ouais. Mais tu sais, je l'ai fait un peu ce que tu dis, Marc, là. J'ai cru à un moment donné que je pouvais faire peut-être d'autres choses qu'être un agriculteur. Alors moi, je vais te dire que c'est, puis je suis certain qu'Olivier va dire la même chose, tout le long que je t'ai écouté, puis même un moment donné, j'ai passé pas, je l'ai arrêté pour te le dire, tout le long que j'ai écouté, j'ai fait, ça c'est la cote, on va ouvrir avec ça. Ça c'est la cote, on va ouvrir avec ça. T'es l'épisode le plus dense qu'on a eu à date. Ouais, vraiment. Vraiment. Puis vous arrêtez parce que ça vous tente, parce que moi, je pourrais jaser. Oui, je comprends. Non, mais j'en ai un autre. Exceptionnellement, j'en fais 2 back-à-back. C'est la première fois. Écoute, Mais c'était vraiment, mon gars, il y avait du jus. Je suis tellement heureux. La passion, Marc, c'est ça. Hein, quand tu dis, puis t'en as vu des passionnés. Moi, c'est drôle parce que j'ai pensé à toi. J'ai vu Anthony. Je vois Anthony. Puis quand je vois Anthony, je te vois toi. Vous êtes normal, pour on toujours. était ensemble longtemps. Puis je vois Anthony la semaine passée. Puis pour moi, Anthony, c'est probablement, autant que François est très certainement le meilleur animateur on earth pour moi, là. Anthony, c'est probablement la bébite d'entertainment la plus absolue. C'est le meilleur C'est une talent, arme point. fatale, Oui. là, mon gars. C'est Bruce Lee, mais... Oui. Puis encore on a vieilli, on a 54 ans, on est vraiment de la même génération. Mon premier show à vie, moi, Anthony est là avec François qui anime, man. ouais? À Louisville, je viens de rentrer à l'école de l'humour, puis il y a Hank Thiel puis Maxime Martin. OK. On est là, c'est ça le stage, c'est un hostie de show, là. Ouais. Tu comprends? Puis lui, Anthony, il est là, man. Puis écoute, j'oublierai jamais ça, parce qu'à partir de ce jour-là, on est devenus amis, tu sais. Puis je l'ai revu, puis j'ai fait comme... Écoute, on s'est parlé très personnellement. Ça faisait longtemps qu'on s'était vu, puis à un moment donné, il fait comme... Il dit, man, ça fait du bien, hein. Je dis, ben, c'est parce qu'on a un chemin
parallèles, dans des lumières différentes, dans des scènes différentes, mais on est pareil, là. Puis écoute, ça m'a beaucoup touché de... C'est pas une boucle qui se boucle, mais c'est comme juste des touchs qui se font de temps en temps. Même, on est chanceux, on est très chanceux de faire le métier qu'on fait parce que ça nous... Mais je pense que c'est la vie de tout le monde. Je pense qu'il y en a qui le vivent dans leur quotidien, dans leur réalité aussi. Ouais. Mais j'ai pas de mot de la fin sinon que je vous souhaite de la passion. Je vous en souhaite vraiment. Ça drive tout. Je vous souhaite vraiment d'être que l'école la plus loin de votre vie soit celle que vous aimez le plus. Parce que je suis monté dans des tempêtes, dans du verglas. J'ai pas manqué une minute à l'école de l'humour. Je faisais 90 km par jour. Puis quand ça marchait pas, je disais aux grandes gueules, les boys, je couche sur votre divan ce soir. Ouais, pas de trouble. On s'est aidés au bout. C'était une espèce de... Mais c'est une époque bénie parce que moi, comme individu, c'est là que j'ai fait « OK, c'est ça que je veux faire, man. C'est ça que je veux faire. » Puis écoute, à la fin de ça, je rajoute une affaire à la fin. Quand j'ai fini l'école de l'humour, j'ai fait comme non, c'est trop pour moi. J'ai eu le gars qui pense qu'il n'y a pas de talent, puis tout ça. Puis là, je suis dans le jardin avec mon père. Mon père, quand l'année d'avant, je suis rentré à l'école de l'humour, il a dit « ça va se passer. Ça va passer. C'est un trip qui va passer. » Un an après, il était rendu mon plus grand défenseur, puis moi, j'avais le goût de lâcher. Ah ouais? Ça s'est inversé. Aïe, aïe. On était en train de sarcler le jardin familial à la campagne, puis mon père est dans le soleil se couche à l'ouest, puis j'ai l'image encore, je le vois pas, je vois juste le bonhomme avec sa pioche, puis moi, je t'attends entre les rangs de radis pour enlever les mauvaises herbes, puis à un moment donné, il fait comme, qu'est-ce qui arrive avec tes affaires de spectacle? Il appelait ça de même. Oui, exact. Là, j'ai fait, écoute, je vais aller à l'université, je me suis inscrit à l'UQTR, faire un certificat en traduction, je vais aller travailler avec Pierre, mon frère aîné. Mon père, il dit rien, puis un silence, là. Ouais. Puis il fait comme, tu fais une erreur. Ah, quand même. C'est la seule phrase qu'il m'a dit. Ah, ouais. Le lendemain matin, je me suis levé, j'étais allé au 15 cents Giguère à Louisville, puis j'ai acheté des paquets de feuilles mobiles, puis des stylos. Puis là, j'ai écrit tout l'été. J'ai été studieux plus tard, 4-5 ans plus tard, 6 ans plus tard, en fait. Quand on s'est mis à écrire, ben, là, il m'avait donné la bénédiction paternelle de faire ce métier-là. C'est ça, ouais. Quand il m'a dit, moi, tu fais une erreur, man, c'est comme, j'avais besoin que quelqu'un cautionne que je fasse l'affaire. Ouais. Vraiment. C'est malade. C'est fou raide, man. Je peux pas oublier ça. Non. Ça m'a galvanisé, man. Ouais. Comme la première fois qu'on était sur la scène. Une langue de feu. Ah non, moi puis Dominique, la première fois qu'on est sur le stage, on n'a aucune idée de ce qu'on fait. Là. On est aux Yeux Bleus de Drummondville. C'est Mario Grenier boucle la gig. Il est même pas là. C'est André Lambert qui en est, mais il nous présente. On a écrit un stand-up, on sait pas trop quoi. Bing, bang, après 3 gags, man. C'est le public qui finit d'écrire tes jokes. Hein. Quand il n'est pas bonne la joke, tu l'enlèves, sauf une que tu traînes une tournée de temps, mais c'est le public qui a décidé qu'on serait un duo aussi ce soir-là. C'était fou, là. C'est vraiment foudroyé, là. Un coup de foudre professionnel. On a fait comme, OK, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais il y a quand même un peu de hasard là-dedans, t'sais. On travaille bien, là, mais... Tu te lèves, toi, tu penses que c'est fini, c'est ça? C'est extraordinaire. Mesdames, messieurs, c'était Martin Cloutier. Un épisode, j'espère que vous avez apprécié autant que moi. J'aimerais ça revenir, Marc, parce que j'aimerais ça, moi, te poser des questions. Ben, écoute, on pourra faire l'inverse. J'avais pensé à ça comme concept. J'aimerais ça te poser des questions. Puis, parce que tu es un gérant, tu as été... tu ne l'es plus du tout maintenant, gérant, non, mais tu as quand même été... un des top gérants de ton époque. Tu as tout fait là, comme gérant. Là, pour vrai, moi, je pense que tu as fait le tour. Puis, je sais que tu en reçois, mais tu as quand même un parcours, moi, qui me... Tu devrais te faire interviewer puis être généreux de ça aussi parce qu'il y a plein de gens qui en tireraient plein d'affaires. De comment un avocat devient un gérant d'artiste. C'est ça, là, en fait. On parlera de ça si tu veux. Ça pourrait être intéressant. On vire les chaises. Ça pourrait s'appeler On vire les chaises. Martin Cloutier, mesdames et messieurs, qui, je le répète, a peur de faire 12 minutes à C'est quoi maintenant parce que c'est un peu long. Sorry!